Madame, Monsieur, bonjour. Barka de Salah à toute la communauté musulmane du monde. L'affaire Julian Assange est revenue au devant de l'actualité mondiale cette semaine avec force et détail, justement par la volonté d'exfiltration de Londres, tandis que 3 jeunes danseuses de rock de Moscou en février dernier dans la cathédrale du Christ Sauveur, elles écopaient de 2 années de camp militaire, alors qu'en Italie, 12 000 employés de la plus grande scierie du continent ont choisi de mourir de cancer que de famine. 2000 d'entre ces dames et messieurs ont investi les rues pour s'opposer à la fermeture de la Syrie. Et puis en Syrie, justement, les casques bleus ont levé le camp, jeté l'éponge. Ils quittent le pays ce dimanche à minuit. Madame, Monsieur, bienvenue aux commentaires et débats de l'actualité sur Afrique Média, c'est Afrique Horizon. Le menu de cette émission, c'est tout de suite avec Rachel Lavenir. Je vous retrouve juste après avec les panélistes. Bonjour à tous et bienvenue à Afrique Horizon sur Afrique Média. Le débat de ce dimanche se penche sur le Mali. Gestion de la transition et formation d'un gouvernement d'union nationale. Le pays reste partagé. Le pouvoir de coalition serait-il mis en place avant la date butoir alors que le pays est sous fond de troubles, marqué par les manifestations contre Traoré, le procès de ses détracteurs et la nomination quelque peu certaine de Sanogo comme l'un des futurs vice-présidents du Haut Conseil d'État. Égypte, Morsi subit sa première confrontation face au défi du pouvoir. Serait-il à la hauteur de résoudre ce dossier brûlant qui remet en question la sécurité en Égypte et ses relations frontalières avec Israël après la mort de 16 gardes? Quelle lecture la communauté internationale fait-elle de cette situation qui a entraîné un deuil en Égypte et un rappel fait à Israël de sécuriser la zone du Sinaï? Côte d'Ivoire, réconciliation, célébration, insécurité, tensions et enjeux sur le procès de Gbagbo. Le pays se fond de divergences pendant la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance. Parviendra-t-il à former un bloc d'union nationale? Madagascar, deuxième tour de discussion en moins de 3 semaines entre Radjolina et Ravalomanana. Les 2 hommes forts du pays seraient-ils en mesure de former une plateforme politique pacifique avant les élections générales prévues en 2013? Le procès intenté contre Ravalomanana par l'Afrique du Sud viendra-t-il jeter le trouble dans ce processus de réconciliation entamé aux Seychelles? Fin de la tournée africaine d'Hillary Clinton. Qu'est-ce que les Africains en pensent? Serait-elle une stratégie de campagne électorale interafricaine en vue des élections présidentielles du 6 novembre prochain? Que recherchent les États-Unis sur le continent noir? Instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ONU s'implique. L'arrivée de Valérie Amos annoncerait-elle une paix à l'horizon? Le décryptage et l'analyse de ces actualités, tout de suite sur Afrique Horizon. Hubert Etundi, l'Afrique et le monde vous écoutent. Le chrono est lancé. Merci à vous, Rachel Lavenir. On va se retrouver dimanche prochain. Vous nous donnez l'occasion d'accueillir les panélistes de ce dimanche. Bandakani, bonjour. Bonjour à mes compatriotes sur le plateau et à vos téléspectateurs. Vous êtes panafricaniste, bienvenue au débat. Vous êtes aussi le président du nouveau mouvement populaire. Je vous en prie. C'est la énième fois que vous venez dans ce débat. Commentaires et débats sur Afrique Média, Afrique Horizon. Alors je vous accueille avec un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, ça fait pratiquement 1 an aujourd'hui, et qui cette semaine est revenu au devant de l'actualité internationale. À Londres, justement, l'affaire Julian Assange. Les dernières nouvelles font état d'un imbroglio diplomatique entre Londres, Stockholm et Quito. Ben, vous savez, nous ne sommes pas surpris par les voies de fait auxquelles nous ont habitués les prétendus pays démocratiques lorsque les intérêts fondamentaux sont en jeu. Vous savez que Julian Assange a exposé l'hypocrisie des relations internationales avec l'affaire Wikileaks. Il a démontré que c'était du banditisme diplomatique qui se passait et qu'en réalité, les pays prétendument démocratiques utilisaient les méthodes du banditisme d'État dans les relations diplomatiques. Alors ça a complètement mis à terre. Vous parlez de divers contenus, des câbles diplomatiques. D'ailleurs, nous savons que ces révélations ont été frappées de censure dans la plupart de ces pays soi-disant démocratiques et que ce monsieur est traqué comme un vulgaire bandit parce qu'il faut à tout prix lui faire taire.
Donc nous ne sommes pas surpris par Peut-être pour être un peu plus précis, il n'est pas poursuivi pour ces câbles de Wikileaks, il s'agit d'une affaire de viol. Non, c'est un vulgaire montage. Tout le monde, c'est un vulgaire montage parce qu'il faut à tout prix le discréditer et trouver un motif pour le faire taire complètement. Pour que... Vous savez qu'il a continué à publier. D'ailleurs, il dit qu'il va publier d'autres révélations. C'est pas fini. Donc, vraiment... On peut quand même noter qu'il y a une forte mobilisation contre, en fait, pour soutenir Julian Assange. Ben, ça, c'est au niveau de la société civile, tant mieux, des populations. Mais les mafias étatiques, n'est-ce pas, qui tiennent ces pays-là, là, une fois de plus, le monde entier voit que vraiment ces pays prétendument démocratiques n'ont de démocratie que de nom. Et qu'il est temps qu'on démocratise les relations internationales et que chacun balaye devant sa porte. Merci de venir au débat de ce dimanche. Paul-Jérémy Bikidik, bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à tous les téléspectateurs de Afrique Média. Merci. Vous venez ici dans ce débat pour la première fois et je vous accueille avec le sujet, l'actualité sur la Syrie. Pratiquement, l'Organisation des Nations Unies jette l'éponge, c'est-à-dire que les casques bleus sont priés de partir du pays. Ce dimanche à minuit, ils vont définitivement lever le camp. Commentaire? Oui, bon, la Syrie est le laboratoire tout le monde voit aujourd'hui que la Syrie est devenue un laboratoire de la barbarie occidentale. Vous savez, la France a cassé la Libye. Ils ont assassiné le guide Muammar Kadhafi. Ils veulent en finir avec le président Assad aujourd'hui. La résistance, moi je pense que... Alors avant de continuer, quand vous l'aurez dit, oui. Permettez, ils ont envie de finir avec, ça sont vos mots, avec Bachar al-Assad. Quel enjeu cela a-t-il en termes de géostratégie dans cette zone, dans cette région, avec le monde arabe? Oui, vous savez que la Syrie est frontalière d'Israël. Vous savez que Israël est le petit pousset de l'impérialisme américain au Moyen-Orient. Tout le monde sait que les enjeux géostratégiques sont de taille dans cette bataille, dans cette guerre en Syrie aujourd'hui. Donc je pense que les 20 000 morts dont on parle dans les médias, les 40, on ne voit pas de l'autre côté l'impact que cette guerre aujourd'hui aura sur le devenir de la région tout entière. Parce que moi je pense c'est-à-dire que si ça s'embrase en Syrie... Ça ne s'embrase pas, ça s'est déjà embrasé. Ça s'est déjà embrasé. Alors si ça se... La Syrie est en quasi-guerre civile et vous savez très bien qui arme aujourd'hui les rebelles syriens. Vous nous dites qui arme? C'est l'Amérique et c'est l'Occident. Donc je pense qu'il y a une volonté manifeste de l'Occident de régenter le monde et de dicter en fait leur modèle de démocratie et leur modèle sociétal au reste du monde. Et ça, c'est inacceptable. Donc je pense que le régime syrien est aujourd'hui en résistance, est rentré en résistance parce qu'il y a une coalition internationale pour casser ce pays, comme on l'a vu avec la Libye. Heureusement qu'il y a 2 ou 3 pays qui, dans le monde, ont compris ça aussi, comme la Russie et la Chine, et qui aujourd'hui, heureusement, apportent leur soutien à Bachar al-Assad et à ceux qui résistent en Syrie aujourd'hui. Mais pour tout dire, Bachar al-Assad a quand même sévi, le nombre de séjours au pouvoir compté, parce que au regard de ça, même si les casques bleus lèvent le camp, il y a la menace qui persiste et qui est là, puisque le pays, vous l'avez dit, il est embrasé. J'accueille ici M. Fomutum, votre nom. J'ai peut-être un peu de la peine à le prononcer. On va y arriver. Vous êtes pratiquement un formateur. Vous avez un centre de formation. Je vous accueille beaucoup plus avec le sujet en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, cette semaine, on est rentré un peu en arrière en 1994. Il y a eu une tuerie. Une des rares tueries de la police qu'on n'a plus vécues depuis 1994. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert. Je pense que ce qu'on vient d'avoir en Afrique du Sud est très regrettable parce que pour que la force de police tue, massacre les civils qui ont le droit de manifester
c'est pas du tout bien. Donc, je pense apparemment, ces civils étaient aussi armés quelque part. C'est vrai qu'ils revendiquaient leurs droits. Ils veulent revendiquer leurs droits. Je pense que le droit de grève est un droit reconnu, c'est un droit de l'homme. Si vous n'êtes pas content, vous devez manifester votre mécontentement. Et la meilleure façon, c'est quand vous êtes ensemble, vous dites ce que vous n'avez pas, et puis on doit reconnaître, on doit vous écouter. Donc, de dire que si les gens manifestent, on doit le tuer, moi je pense que c'est vraiment regrettable. Et surtout pour l'Afrique du Sud, qu'on regarde, tous les Africains les regardent comme les pays, comme un modèle. Je pense que le président sud-africain doit prendre sa responsabilité. Parce que, en tout cas, une enquête a été lancée. Oui, mais je sais qu'une enquête a été lancée, mais moi je pense que le président doit prendre ses responsabilités. Si vous êtes président et vous envoyez les militaires d'aller tuer les civils, vous êtes responsable et il doit prendre sa responsabilité. Quand vous dites, bon, on achève par là, quand vous dites que il doit prendre ses responsabilités, il s'agit de quoi? Ça veut dire qu'il doit même démissionner, parce qu'il y a certains qui disent qu'il doit démissionner. Parce qu'il n'est pas responsable, ce n'est pas un acte responsable. Vous dites qu'il doit démissionner. Il doit démissionner de ses fonctions, parce que ce n'est pas un acte responsable. Merci. Alors, en Afrique, ce qu'on doit chercher à faire, c'est d'être responsable de ses actes. Merci, merci, c'est vous qui le dites. D'ailleurs, des voix se sont fait entendre cette semaine, exigeant la démission de Jacob Zuma. Cela nous permet d'aller de l'autre côté de la régie pour prendre le menu des différentes actualités africaines que nous allons commenter tout à l'heure dans le vif du débat. Oui. Ce sera avec... on va se reprendre, c'est avec la revue de presse. Lui, c'est Mohamed Bachir. Il va nous balader dans les kiosques de l'Afrique et du monde. Et c'est la synthèse de la revue de presse cette semaine. Afrique Presse sur Afrique Horizon. Écrire est une façon de parler sans être interrompu. Jules Renard. Bonjour Hubert Etoundi, bonjour à tous les panélistes, bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Cette semaine, dans notre voyage de la presse, nous commençons par le quotidien d'Oran qui a fait la une par la politique égyptienne. Mohamed Morsi n'est plus un 3/4 de président. Le journal indique que le président égyptien Mohamed Morsi semblait s'être résigné à être un second face au maréchal Tantawi et au Conseil suprême des forces armées qui exerçait une tutelle de fait sur l'Égypte. Le journal souligne que dimanche soir, à la surprise générale, le président Morsi a pris une série de décisions qui ont fait l'effet d'un coup de tonnerre. Tantawi out, l'armée égyptienne invitée à rentrer dans les rangs. El Watan, de son côté, souligne que Morsi décapite tout simplement l'armée. Selon El Watan, en annonçant l'annulation d'une déclaration constitutionnelle accordant de larges pouvoirs à l'armée et la mise à la retraite du maréchal Hussein Tantawi, ainsi que son chef d'état-major, le président Morsi a créé la surprise. Autre actualité, c'est en Côte d'Ivoire où le Jour Plus rapporte que Tous les Pleux a été attaqué par des miliciens et mercenaires lundi. Le journal indique que les hélicoptères de l'ONICI ont été obligés d'entrer en action pour une riposte. Le journal révèle cependant comment l'attaque a été planifiée depuis le comité de Mimba au Libéria. Bonne nouvelle tout de même, souligne le journal, plusieurs assaillants ont été arrêtés. LG Info, de son côté, a révélé des violents combats à Bakoubli après l'attaque de Penkawebli, Tous les Pleux. Le journal indique que des éléments de la force républicaine de la Côte d'Ivoire ont été faits prisonniers au Libéria. 13 Marines arrêtés à Abidjan et puis Guillaume Soro et les chefs militaires mettent leur famille à l'abri. Le Jour Plus revient dans son édition de vendredi et rapporte qu'après Akwedo, Yopougon et Tous les Pleux, c'est maintenant Dabou qui est à feu et à sang. 4 personnes auraient été tuées et 13 assaillants arrêtés.
Le journal rapporte aussi qu'un officier de police Collabo a été battu par la population. C'est en clair la nouvelle stratégie des assaillants qui est révélée dans les colonnes de Le Jour Plus. Parlons à présent du Mali en lisant dans les colonnes du quotidien burkinabé Le Pays qui écrit sur le tandem Dioncounda Traoré et titre « Pourvu que ça dure ». Le journal parle bien évidemment du Mali. Selon Le Pays, Cheikh Modibo Diarra conserve son poste de Premier ministre dans le gouvernement d'union nationale. Reste à savoir ce qu'il compte en faire, ce à quoi il compte utiliser cette seconde chance entre guillemets. Le journal indique qu'il faut avouer que la nouvelle, sans être étonnante, a tout de même quelque peu surpris. Selon Le Pays, on susurrait ça et là que ses chances d'être reconduit étaient minces. Pourvu que ça roule, titre Le Pays. L'Essor, le quotidien malien d'information de son côté, dit que 2 options étaient sur la table de la mission d'intervention de la CEDEAO. Le journal indique que les chefs d'État vont devoir trancher entre le projet initial de la communauté et la proposition malienne qui exclut la sécurisation des institutions de la transition par la CEDEAO et donne la priorité à une assistance à la reconquête du Nord. Vu sur cet angle, l'Essor souligne que les chefs d'état-major de la force en attente de la CEDEAO vont devoir revoir la copie de leur concept d'opération CONOPS de la future mission d'intervention au Mali. Le quotidien burkinabé Le Pays revient et révèle également que la réunion des chefs d'état-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été infructueuse. Tout au plus, écrit le journal, pour se donner une raison d'être un optimiste, peut-on dire que ce ne sont pas tous les fruits qui ont tenu les promesses des fleurs. Redescendons en Afrique centrale pour lire dans les colonnes du groupe L'Avenir. Goma sous menace, c'était à la une de groupe L'Avenir de la République démocratique du Congo. Le journal indique que, après l'échec du sommet de Kampala, Groupe L'Avenir rapporte de la société civile du Nord Kivu que le Rwanda et l'Ouganda mettent en ce moment à profit pour renforcer le M23 sur les lignes de front. Leur objectif, selon Groupe L'Avenir, est de déstabiliser la province de Nord Kivu à partir du territoire de Rutshuru déjà conquis en vue d'atteindre la ville de Goma. Au Congo, les dépêches de Brazzaville ont rapporté le discours du président Denis Sassou Nguesso sur l'état de la nation. C'était à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le chef de l'État a exhorté son peuple à faire confiance en l'avenir. Les dépêches précisent que pour cette fête du 15 août, c'est la ville de Kinkala dans le Poul qui a été choisie pour se vêtir aux couleurs de la République afin d'accueillir sur son sol les filles et fils de tout le Congo et leurs hôtes de marque, dont le président béninois Thomas Boniyaï. Dans le nord de l'Afrique et en Tunisie, le quotidien Le Temps s'est interrogé à la une. Les acquis de la femme sont-ils menacés? Point d'interrogation. Le journal parle du 56e anniversaire de la promulgation du statut personnel de la femme. Le journal, pour mieux répondre aux questions des acquis de la femme tunisienne, s'est entretenu avec l'islamologue Iqbal Gharbi, qui a mentionné l'apparition d'un antiféminisme au sein de l'Assemblée constituante et dans les discours politiques et sociaux. Le quotidien d'Oran, quant à lui, s'est intéressé à la crise syrienne et s'est interrogé. Lakhdar Brahimi est-il réellement l'homme de la dernière chance dans le dossier syrien? Le journal indique que M. Brahimi a été pressenti pour succéder à Kofi Annan comme médiateur onusien et de la Ligue arabe en Syrie. L'ancien ministre algérien des Affaires étrangères sait qu'il aura besoin du soutien formel du Conseil de sécurité de l'ONU pour mener à bien sa mission. Les résolutions de la crise syrienne sont à présent entre les mains de Lakhdar Brahimi et vous les trouverez également dans les colonnes du quotidien d'Oran. Et puis en France, l'humanité de Jean Jaurès s'est intéressée sur les 100 jours de François Hollande à l'Élysée. Le changement, c'est pour quand? S'interroge le journal. Le journal indique qu'une certaine déception pointe dans l'électorat qui reste sur sa main après les premières réformes. Le gouvernement français a besoin de se dégager du carcan budgétaire qui imposerait le traité européen. François Hollande, 100 jours après sa prise de pouvoir, c'est dans les colonnes de l'humanité de Jean Jaurès. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le round-up de la presse africaine de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Hubert Etoundi et tous les panélistes, l'Afrique vous regarde, l'Afrique vous écoute.
Merci à vous Bachir, et on peut d'ailleurs légitimement vous le dire là où vous trouvez actuellement Barka de Saleh. On va se retrouver dimanche prochain. Merci bien. Alors on entre dans le vif du sujet, mais peut-être avec une petite interrogation. Je vais peut-être me tourner vers ma droite. Paul-Jérémy Bikidik, bonjour. Rebonjour. Rebonjour Hubert. Alors en Afrique quand même, il y a des sérieux problèmes en termes d'insertion socio-professionnelle. Ces problèmes-là se couplent avec les questions de la vie chère, du niveau, du pouvoir d'achat et bien d'autres. Une lecture pour ce qui apparaît, on va le suivre tout à l'heure, pour certains experts, comme un drame. Oui, il faut dire que l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés en général, ou alors des gens actifs déjà et qui veulent changer de métier, se pose avec acuité dans notre pays à cause essentiellement du problème du chômage, la crise que nous avons connue, artificielle. Nous sommes là en Afrique parce que le reportage qu'on va suivre tout à l'heure, ce sera au Sénégal pratiquement, peut-être au Mali, où les mêmes situations se vivent. Tout à fait. Donc je disais que la crise économique que traverse l'Afrique depuis 20 ans à peu près, cette crise-là a évidemment des répercussions sur la jeunesse africaine. J'ai l'impression que la jeunesse de tout le pays, qu'on soit au Cameroun ou ailleurs, la jeunesse est quelque part victime, est la première victime des dérives dans la gouvernance aujourd'hui. Le système éducatif est la première des victimes. Donc je pense qu'il faut des solutions ambitieuses, et la première chose à faire avant toute chose, c'est d'abord que l'Afrique puisse se libérer. Parce que je pense que quand vous dites l'Afrique, que l'Afrique puisse se libérer, aujourd'hui qui pensent au développement de l'Afrique, il y en a qui pensent qu'il faut préalable d'abord amorcer le processus véritable de libération du continent. Et puis l'autre qui pense que on peut s'arrimer à la mondialisation ultralibérale et penser le développement de façon harmonieuse. Moi, je penche plutôt pour la première, la première pensée qui voudrait que l'indépendance soit le préalable à toute amorce du développement. Donc, il est temps que la jeunesse africaine, parce qu'elle voit tout ce qui se passe aujourd'hui, l'imposture d'une certaine de l'Occident, lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts par tous les moyens, même les plus abjects possibles. On a vu ce qui s'est passé en Libye, on a vu ce qui s'est passé quelques temps avant en Côte d'Ivoire. On va parler de la Côte d'Ivoire tout à l'heure parce qu'il y a pratiquement l'insécurité là-bas. Je pense, Hubert, que la jeunesse africaine a compris cela et que on peut compter sur elle pour amorcer un processus de libération du continent. Alors, un reportage signé à Afrique Média, c'est avec Armand Lucas. Il est question de la problématique de l'insertion socio-professionnelle qui apparaît comme un drame, une injustice sociale, mais beaucoup plus un fait consternant et même alarmant. Reportage. Consternant, vraiment consternant. À la limite, un drame, l'écart qui existe entre la formation professionnelle et le marché de l'emploi en Afrique. Cette question est un drame. Et le drame se situe à deux niveaux. D'abord, lorsque un enfant, un jeune adolescent ou une adolescente, quand ils se battent pour avoir le baccalauréat, et qu'une fois le baccalauréat obtenu, on dit à la jeune fille ou au jeune garçon, on ne peut pas vous orienter, c'est injuste. C'est grave. Et l'État a l'obligation de faire passer au stade supérieur les bacheliers et bachelières du Sénégal. Nous étions dans une ville il y a 3 jours. Je crois que c'est à Sédhiou. 50% des bacheliers de la ville de Sédhiou sont restés à Sédhiou parce que non orientés. À quoi il sert alors de faire l'effort d'avoir le baccalauréat? 50% des bacheliers de Sédhiou sont à Sédhiou. On est en février, ils sont là, dans leur famille, au milieu de leurs parents. Est-ce que c'est juste ça? C'est pas juste. Donc il faut régler ce premier problème qui est lié à la formation, qui conduit à la demande d'emploi après de ces jeunes-là. Il faut des formations professionnalisées. Il s'agit d'une question de justice sociale et d'éducation. L'inadéquation formation au marché de l'emploi nécessite des solutions urgentes et profondes dans le continent
que les experts des pays africains peinent à trouver, même si certains évoquent quelques pistes. Ce dysfonctionnement reposerait sur l'absence de suivi académique de l'étudiant qui intégrerait directement une entreprise suivant son domaine de spécialisation. Autant de jeunes qu'il sera possible, parce que c'est ça qui a fait le développement du Japon et de la Corée du Sud. Alors, il faut les aider. La problématique adéquation formation-emploi expliquera en partie les difficultés d'insertion professionnelle auxquelles font face des milliers de jeunes africains. Cet état de fait a pour conséquence immédiate l'accélération du taux de chômage dans la plupart des pays d'Afrique. Ce fléau touche aujourd'hui une population très jeune. D'après le dernier rapport du Bureau international du travail, la tranche d'âge de 15 à 25 ans est la plus concernée. Une tranche dans laquelle on retrouve les diplômés de l'enseignement supérieur et du secondaire. Avec une entreprise qui les suit pendant 4 ans et à laquelle ils s'insèrent dès qu'ils finissent de travailler. Ça se fait au Canada, ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Angleterre, ça se fait en Australie, en Nouvelle-Zélande. Pourquoi on ne le ferait pas ici au Sénégal? Encourager-les. Mais alors, il faut trouver des mesures incitatives pour les entreprises. Conséquence, de nombreux jeunes se sentent lésés, abusés, marginalisés par les politiques d'éducation et d'emploi. J'ai fréquenté 3 ans à une école doctorale à l'université de Dakar. Donc, je peux dire que j'ai bac plus 5. Ça fait 3 à 4 ans que je suis chômeur. J'ai quitté les bancs, j'ai quitté l'université parce que par manque de moyens. Je suis en train de chercher du boulot, ça fait 4 à 3. En fait, j'ai déposé partout. Qui était massé devant la maison d'Ablaye Wade. En 2000. Quand je me lève, je ne fous rien. Je suis là, je le salue, je sors. Je pars rejoindre mes amis, faire du thé. Je passe tout mon temps à faire du thé et du sport. Parce que je pense parfois parfois j'ai des problèmes à un moment. Parce que quand elle me voit me réveiller comme ça, elle me regarde, je la regarde. Mais c'est difficile. Au vu de cette triste réalité, il a déjà été affirmé qu'il est fort probable que le chômage des jeunes en Afrique devienne, dans les années à venir, une menace pire que le terrorisme. Merci Amanda. Les experts ne peuvent pas se tromper. Peut-être ce sera, ou c'est déjà à partir de maintenant, le terrorisme à venir. Et l'on est justement à la veille en Afrique des rentrées scolaires et académiques. Madakani, ce reportage c'est le cas pour le Sénégal, mais qui naturellement est un cas qui n'est pas très différent dans tous les pays africains. Ben, je crois qu'au-delà des problèmes généraux de gouvernance, qui sont à mon avis des problèmes domestiques, le problème de fond, c'est qu'il faut décoloniser la conception de l'éducation dans les pays africains. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas décolonisé la conception de l'éducation dans les pays africains. Décoloniser, c'est-à-dire il y a une diplomisation des programmes scolaires. La diplomisation. On fabrique des diplômés qui sont en déconnexion totale, non seulement avec les problèmes réels de nos pays, mais avec ce que vulgairement les experts appellent les exigences du marché. Parce que nous pensons qu'un pays, ce n'est pas qu'un marché, un pays, c'est un destin, c'est une vocation. Donc, il est temps en Afrique qu'on décolonise l'éducation. Et une fois qu'on a posé le concept, c'est très facile d'opérationnaliser cela. Mais il faut faire attention à des effets de manche, des effets de mode. Maintenant, partout, on parle de professionnalisation. Ça veut dire quoi? Or, quand vous allez voir le contenu de cette professionnalisation, c'est quoi? C'est qu'on fabrique des gens des gestionnaires, en gros type. C'est des gestionnaires et des marketistes pour la plupart. Nos pays ont besoin des inventeurs. Il faut des personnes qui puissent créer des processus, des technologies, des outils pour régler les problèmes concrets de nos pays. Nous avons des matières premières, il faut les valoriser. Créer pour régler des problèmes concrets. Nous avons des matières premières, par exemple. L'enseignement doit être basé sur la valorisation de ces matières premières-là, dès le niveau primaire, secondaire, tertiaire. On doit penser l'éducation à ce niveau. Bon, il faut de la matière grise. Il faut que dans le supérieur, il y ait des personnes qui puissent conceptualiser globalement, qui puissent penser, qui puissent produire des concepts, philosopher. Mais il faut qu'à la base, l'éducation, au lieu d'enseigner à nos enfants à parler l'espagnol, à parler je ne sais pas quoi, mais il faut les apprendre à régler les problèmes, des métiers véritables qui puissent les rendre directement utiles à la société et à eux-mêmes. Donc, ça, il faut, je répète, il faut décoloniser notre système éducatif. C'est vrai, décoloniser du primaire jusqu'à l'université. Dans nos universités, dans les pays africains, pour la plupart, l'université est une administration jusqu'à aujourd'hui. Mais nulle part dans le monde, dans les pays développés, l'université n'est une administration. L'administration fait partie peut-être des services, hein, mais fondamentalement, une université, c'est un endroit
où on produit du savoir, où en principe on produit de la technologie, où on produit des outils, n'est-ce pas, qui permettent au pays d'exceller dans l'innovation et dans l'inventivité. Alors, nous sommes vraiment loin du compte. Loin de décoloniser, c'est ce que je retiens avec cet argumentaire que vous avez. Monsieur Fomtoum, bonjour ou rebonjour. Bonjour. Alors, le problème, vous êtes un formateur. On va peut-être revenir à votre formation, votre sang tout à l'heure. Oui. Mais d'abord, qu'est-ce qui fait problème dans cette problématique de l'insertion socio-professionnelle qui s'apparente aujourd'hui à un drame? Je pense que, comme M. Banakani vient de dire, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut refaire le système éducatif au Cameroun et en Afrique en général. Vous constatez que notre système éducatif en Afrique est basé sur le concept de 1960 ou avant, c'est-à-dire à l'ère où l'Afrique venait d'avoir son indépendance. La plupart des pays africains ont eu l'indépendance en 1960. Tout à fait. Et à cette époque, quand les colons partaient, il fallait former les administrateurs qui vont remplacer les colons qui vont partir. Donc, c'est la raison pourquoi on a eu les centres de formation comme l'ENAM au Cameroun, l'école normale supérieure et toute cette formation, les formations universitaires. Un peu partout en Afrique, parce qu'il fallait un peu partout en Afrique. Or, aujourd'hui, à cette époque-là, c'était valable parce qu'il fallait les administrateurs, les gens qui vont diriger, les gens qui vont former les gens. C'était valable à cette époque. Mais on est loin de cette époque-là. Ça fait 1960, aujourd'hui, ça fait plus de 60 ans, 50, 60 ans. Il faut changer, radicaliser. Il faut une transformation, soit une révolution du système éducatif en Afrique. Totalement. Je retiens deux choses, transformation, révolution. Oui. Si on parle de révolution en Afrique, moi je pense que d'abord les deux premières révolutions doivent être d'abord dans la révolution dans le système éducatif. Parce que le système éducatif, nous constatons aujourd'hui qu'il y a plus de politiciens au Cameroun que plus de gens qui peuvent créer. La formation doit être dans l'objectif de créer du travail, pas chercher le travail. On doit former les gens qui doivent sortir de l'école et travailler, pas et créer aussi du travail, créer des richesses. La formation doit être la formation pour la création de richesses. Comme l'a dit, l'Afrique a toutes les matières premières. Donc on doit former ces gens qui vont transformer ces matières premières. On ne va pas former les gens qui vont attendre que pour aller dans le bureau, chercher le travail, comme aller en ENAM, comme aller dans les écoles normales supérieures, faire les droits. On en a mal de ce genre de formation-là. Moi, je suis un juriste de formation. Oui. Après la licence, je suis allé chercher le travail. Mais on m'a dit que, mais monsieur, vous êtes juriste, vous avez le droit public, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette entreprise? Et j'étais embarrassé parce que je ne pouvais rien faire. J'ai vu toutes les entreprises, il n'y avait pas quelque chose que je pouvais apporter à cette entreprise-là. Bon, je pense qu'aujourd'hui... Et vous avez fait quoi? C'est intéressant. Droit public à l'université. Oui, après que vous n'ayez pas été reçu à cette entreprise, vous avez trouvé quelle solution? La solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai l'entreprise, là où j'ai finalement trouvé le travail, j'ai caché la licence, j'ai caché mon licence pour leur dire que j'avais seulement un bac pour être capable de trouver un travail. Parce que si je partais avec la licence, je ne pouvais pas trouver le travail parce que ma licence n'était pas opérationnelle. Ça n'avait rien, le travail n'avait rien à faire, n'avait pas de rapport avec la licence. Donc, pour dire, il faut changer complètement, il faut revoir notre système de formation. Je me rappelle, même aujourd'hui, après 25 ans, après avoir fait le BPC, je retiens toujours les leçons d'histoire des révolutions françaises, histoire d'Europe. Mais après la licence, je me suis rendu compte que je ne connaissais même rien sur l'histoire du Cameroun, sur l'histoire même de mon pays ou de mon village. Mais je pouvais te citer tous les chapitres sur les histoires, l'histoire de la France ou l'histoire de l'Europe à cette époque. Donc, c'est pour dire que notre formation et qu'on continue à donner aujourd'hui aux enfants, ça n'a rien à faire avec l'attente de notre nation. Merci. Il y a une question, je vais revenir à vous parce qu'il y a quand même un chemin expérimental que vous avez suivi. Il faudrait quand même que la jeunesse africaine le découvre. On reviendra tout à l'heure. Paul-Jérémy Bikidi. Oui, juste pour dire, Hubert, que, et ça faut le marteler très fort,
le sous-développement n'est pas une fatalité. Hein. Je me souviens qu'en 73, j'avais à peine un an, en 73, selon mes recherches, le Cameroun et la Côte d'Ivoire avaient le même IDH, le même indice de développement humain que la Corée du Sud. Je dis bien le même indice de développement humain que la Corée du Sud. Aujourd'hui, Gustave Agnat a parlé tout à l'heure de la Corée du Sud. La Corée du Sud est aujourd'hui la 20e économie du monde. Je ne pense pas que ce n'est que le confucianisme qui les a conduits à ça. Parce qu'on dit que, bon, le fait que c'est la Chine, tous ces pays asiatiques-là ont cette tradition, eh bien, elle est favorable au développement. Non, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sérieusement sur les raisons de ce miracle économique et qu'on essaye d'adapter, de sortir, comme Mbanda l'a dit tout à l'heure, de sortir de la diplomatisation de la formation dans notre pays. Nous avons par exemple, pour le cas des pays africains, tout le monde le sait, que nous avons des richesses naturelles immenses et qu'aujourd'hui le déficit en ingénieurs en Afrique aujourd'hui est tel que même si on amorçait aujourd'hui l'exploitation de ces ressources de façon optimale, on n'arriverait pas à trouver du personnel. Donc, ça veut dire qu'il y a le problème de la qualité de la formation. La qualité de la formation, nous avons des diplômés, nous avons beaucoup de diplômés, mais nous n'avons pas des gens diplômés, je veux dire des gens formés pour réaliser, pour se mettre au service du développement de l'Afrique. Et je pense que c'est un challenge que dans tous les pays africains, les politiques doivent pouvoir, je veux dire, les politiques peuvent s'en accaparer. Il est temps de faire, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, la révolution intellectuelle. Révolution et transformation. L'industrie cognitive au Cameroun, en Afrique aujourd'hui, est une piste pour le développement de notre pays. Je dis bien l'industrie cognitive, je dis bien. C'est une piste pour le développement de notre pays. Oui, je reviens à M. Fomoutou. Alors, 25 ans, vous êtes toujours en service ou bien comment vous êtes arrivé à un centre de formation qui recherche la qualité? Qu'est-ce qui vous a... Heureusement pour moi, j'ai pu trouver le travail dans une entreprise multinationale et avec l'expérience que j'ai eue avec le niveau de formation, parce qu'il faut dire que les entreprises multinationales, vous avez l'avantage que vous avez beaucoup de formation, que vous ne pouvez pas avoir dans les universités. J'ai constaté que cette formation-là, je bénéficiais de ça toute seule et que lors de mon travail, pendant mes services, je travaille comme un spécialiste de contrat après un certain niveau, j'ai constaté, j'étais responsable de marché dans les entreprises, j'ai constaté que à chaque fois qu'on partait voir les PME pour voir s'ils peuvent travailler avec notre entreprise ou pas, il y avait cette histoire de la sécurité au travail et la gestion de la qualité. Il fallait demander si cette entreprise... Sécurité et qualité. Oui, sécurité et qualité. Et on constatait que ces entreprises n'avaient pas. Et ces multinationales, qu'est-ce qu'ils faisaient? Rentrer encore dans leur propre pays. Les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises à la dimension locale, n'avaient pas de sécurité, encore moins de qualité. Oui, ils n'avaient pas ce système de gestion de sécurité et de qualité au travail. Et comme c'était une condition pour recruter les PME, ils vont dire qu'il n'y a pas de PME qualifiés pour faire ce travail. Ils vont rentrer dans leur pays et ramener les entreprises là-bas qui vont venir, une main-d'œuvre étrangère qui vont venir travailler. Donc j'ai eu une opportunité en 2009 de démissionner de cette entreprise parce que j'ai constaté que non seulement il y avait une opportunité pour faire ce genre de formation, mais il fallait aussi contribuer aux entreprises, à la formation, aux PME camerounais pour pouvoir être capable d'être en mesure de compétir dans l'environnement. Au plan international. Oui, dans le plan international. Et aussi parce que à l'époque, quand je faisais mon MBA à l'ESSEC, nous on avait parlé de grands projets, des projets structurants au Cameroun. Et on savait que c'était à l'époque où il y avait le projet Tchad Cameroun Pipeline.
on a constaté que les mêmes choses qui passaient dans mon entreprise passaient aussi dans le projet de Tchad Pipeline Cameroun, où la plupart des paiements ont été refusés, les contrats, parce qu'il n'y avait pas de système de management. Les employés sont venus de l'étranger en grand nombre. Oui, et il fallait maintenant faire une structure pour préparer les Camerounais, la jeunesse et les PME pour pouvoir être capable de travailler dans les projets structurants. Dans un environnement international. Oui. Alors, vous êtes donc arrivé à concilier sécurité et qualité. On va bondir, hein, on va rebondir dans cette analyse. Alors, aujourd'hui, M. Mbandakani, vous parlez de décoloniser. Je crois pouvoir savoir, on va parler de la qualité proprement dit de la formation tout à l'heure, et on va revenir à cette actualité qui est pour nous, reste avec toute sa valeur. Il s'agit du prix UNESCO Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ses propos, le président équato-guinéen parle de cette décolonisation. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un courage ou alors une volonté qui va vers cette décolonisation? On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce que la capacité que nous allons, que nous sommes obligés de déployer pour faire face à ce qu'ils appellent mondialisation, va nous imposer cet aggiornamento. Donc on n'a pas le choix. Et vous voyez des initiatives personnelles comme celui de M. Fumemtou sont des réponses concrètes à une nécessité. Il fallait qu'il trouve du travail pour lui-même, il fallait qu'il survive dans un environnement compétitif. Et voilà, il a fait appel à son génie. Et là, voilà aujourd'hui qu'il a la tête d'une structure. Il fallait qu'il transcende. Qu'il transcende. C'est possible. Ça s'impose à notre pays aussi. Quand on voit le président Obiangema mettre sur pied un prix, n'est-ce pas, pour valoriser l'excellence, que ça vient d'Afrique, ce sont des signes. On voit des timides réformes qui sont entreprises dans les pays africains, même si ça s'arrête au niveau de ce qu'ils appellent la professionnalisation. C'est des signes. Mais comme M. Bikiri disait tout à l'heure, on n'a pas d'autre choix que de faire cette révolution. Et s'il y a des révolutions à faire en Afrique, comme il disait, seulement au niveau de l'éducation, nous appelons à ce que nous appelons la démocratie de la connaissance. Si l'Afrique a besoin de démocratie, c'est justement la démocratie de la connaissance, où il faut généraliser le savoir dans la société et dans toutes les dimensions. Ce n'est pas seulement au niveau scolaire, même dans les activités, dans les entreprises. Il parlait de qualité tout à l'heure. Sécurité et qualité. Non, dans les entreprises, quand on généralise la connaissance, ça veut dire que partout, c'est des laboratoires créatifs. Oui. C'est des laboratoires où les gens innovent, où les gens améliorent les process, les concepts pour régler les problèmes concrets qu'il y a dans la société. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est à ça. Le grand challenge qu'il y a dans nos pays aujourd'hui, c'est la révolution de l'école. Parce qu'un pays, c'est l'éducation. C'est vrai, ça a deux dimensions. Il faut indexer l'enseignement scolaire sur les matières premières valorisées. Il faut indexer l'enseignement sur les besoins moraux de la société. Parce que les besoins éthiques. Éthiques et moraux. Spirituels, donc, c'est les deux dimensions sur lesquelles il faut jouer. Parce que on n'a pas seulement besoin des techniciens, des hommes qui savent faire, mais on a besoin des hommes qui savent aussi être. Les deux vont à part, vont ensemble. Si vous avez des techniciens qui n'ont pas de savoir-être, qui n'ont pas d'éthique, vous avez affaire à des voyous brillants. Des voyous qui sont des experts dans leur technique, mais ils sont des voyous. Donc il faut, c'est les deux piliers. Monsieur Mbandakani, vous êtes dans le registre du voyoutisme et du banditisme. Non, bien sûr. Toutes les fois que vous sortez. Oui, donc vous pouvez avoir. Aujourd'hui, la compétence, c'est ces deux piliers. Le pilier du savoir-faire, mais le pilier du savoir-être. Le pilier déontologique. Et ça, l'éducation en Afrique doit faire sa mue pour marcher sur ces deux pieds-là. Nous sommes fatigués, comme je disais tout à l'heure, des programmes qui nous colonisent davantage, qui extravertissent notre mentalité. On apprend l'histoire des autres, on est tourné vers les autres, alors qu'on ne connaît pas nos problèmes. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Tout le monde le sait. Le Cameroun, lui, dépense 500 milliards par an. Bekiri va peut-être me démentir, mais je ne suis pas loin de la vérité. Plus de 500, si on prend le cas du Cameroun, parce que nous ne sommes pas panafricanistes, 500 milliards par an, rien que pour importer des produits alimentaires. Ça traduit un décalage du système éducatif. Ça veut dire que le pays a besoin de nourriture, mais des gens ne produisent pas la nourriture. Est-ce que les terres... Mais il y a les terres, il y a tout. Il y a les terres. Mais parce que les gens ne sont pas formés pour produire la nourriture. Les gens pensent que produire la nourriture, c'est un sous-métier et que c'est mieux d'aller s'asseoir dans un bureau avec un faux diplôme, avec un diplôme qui ne sert à rien. Donc, voilà les choses concrètes. Il faut reconstruire les programmes scolaires, redimensionner les programmes scolaires à tous les niveaux, primaire, maternelle, primaire, secondaire, universitaire. Et les centrer concrètement sur les réponses concrètes aux défis du pays. On a besoin de planteurs à partir de l'école primaire, même à partir des quartiers.
On se rappelle, au niveau de l'indépendance, si on remonte au temps, les années 70. Il a parlé des années 70, pays africains. Les écoles missionnaires. Il y avait des vergers, des plantations dans les écoles missionnaires, et les enfants non seulement allaient à l'école, mais ils savaient planter, ils produisaient. Mais on peut révolutionner déjà dans nos quartiers, créer des jardins, des plantations de quartiers où les gens apprennent à produire leur nourriture. D'ailleurs, ça va saturer l'offre en produits alimentaires. C'est un exemple. Donc, il y a tellement à faire. Et il faut commencer dès maintenant. Dès maintenant, commencer l'entreprise dès maintenant. Il faut commencer dès maintenant. On va aller prendre l'élément du prix UNESCO Guinée équatoriale. Il faut peut-être dire à ceux qui, en réalité, avaient été à l'origine de la polémique sur ce prix que c'est un triomphe pour l'Afrique que d'avoir proposé ce prix. C'est un honneur pour la Guinée équatoriale que d'avoir proposé ce prix, qui en réalité nous met aujourd'hui dans les interrogations qui ont trait à l'appropriation de la connaissance, de la science. Paul-Jérémy Bikidi. Oui, non, juste pour dire, rappeler quelque chose, Hubert. Je voudrais d'abord féliciter le président Obiang Nguema d'avoir pris cette initiative-là. Ça, il faut le dire, parce qu'il y a une polémique complètement, je veux dire, malsaine, néocolonialiste qui a été menée autour de ce projet-là. En fait, on voulait présenter le président Obiang Nguema comme un dictateur, comme un despote, en réalité, c'est la diversion. À côté du prix, de la dotation scientifique. En réalité, c'est de la diversion, tout simplement. Ça veut dire que les problèmes de la Guinée, comme ceux du Cameroun ou bien de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord les problèmes de la répartition des richesses. Et je pense que la Guinée, aujourd'hui, avec la manne pétrolière qui est aujourd'hui... la Guinée est dans la bonne voie aujourd'hui de pouvoir repartir de façon équitable à tous les citoyens de ce pays-là les fruits de l'exploitation de la rente pétrolière. Et de s'intéresser au niveau humanitaire des questions de science. Et puis, Hubert, il faut fustiger également ce que j'appelle l'hypocrisie du transfert des technologies. Voilà. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ce C'est là le cœur de la problématique. Absolument. Parce qu'on constate que l'Afrique continue à subir en réalité les dictats, le dictat de la mondialisation. Les entreprises qui s'installent dans notre pays sont essentiellement des entreprises étrangères. Je vous signale par exemple que le Gabon qui a amorcé, vous savez que la diaspora pour moi est une chance pour le développement de l'Afrique. Moi j'ai toujours pensé que la diaspora est une chance pour le développement de l'Afrique. Le président Bongo au Gabon, Ali Bongo, a mis en place des mesures incitatives pour faire revenir au pays des compatriotes gabonais qui aujourd'hui se sentent valorisés et mettent leur savoir-faire qu'ils ont acquis ailleurs au service du développement de leur pays. Je pense que cet enclin, cette voie-là est la meilleure aujourd'hui pour pouvoir, je veux dire, amorcer véritablement le développement de notre continent. Il faut absolument que Et quel est le blocage que vous trouvez dans le transfert des technologies? Là, vous avez évoqué, là, on prend relation nord-sud, mais en matière de transfert des technologies. Oui, tout à l'heure. Je viens à vous tout à l'heure, Oui, tout à l'heure, M. Fomtoum a parlé du transfert. Moi, je pense que les entreprises sous-traitantes, les PME camerounaises et ailleurs en Afrique sont victimes parfois tout simplement de l'austérité, je veux dire, les PME ne sont pas, sont formés et ne bénéficient malheureusement pas en fait, sont discriminés au niveau. On voulait parler de la discrimination. Absolument, au niveau de. Mais il a quand même émis des valeurs logiques, c'est-à-dire sécurité et qualité. Ils sont discriminés au niveau je veux dire, au niveau de la sous-traitance dans les entreprises multinationales. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai une petite entreprise de prestation de services. J'ai eu le CV de quelqu'un qui a eu une formation qualité et sécurité. J'ai postulé à des multinationales dans le secteur pétrolier. Aujourd'hui,
Genève, mon entreprise n'a pas été retenue, par exemple, pour le faire. Est-ce que vous rassemblez, Paul Jérémy c'est pas toujours une question de compétence. C'est pas toujours une question de on vous comprend, mais on ne va pas éliminer, évacuer la compétence, parce que la compétence, quand même, est le critère, le standard, la norme internationale qui, en réalité, requiert... Je peux dire un mot? Oui, juste un mot avant d'aller prendre l'élément sur la... On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que dans un pays, dans le cadre de grands projets, entre guillemets, que des multinationales s'installent et évoquent le fait qu'il n'y ait pas de compétences pour exclure toutes les PME d'un pays du partage du gâteau lié à ces contrats-là. Non, ce n'est pas accepté. On ne peut pas justifier ça. Il n'est pas normal qu'on mette en avant, on prétexte de la soi-disant incompétence des PME dans le domaine de la qualité de la sécurité pour que les multinationales s'accaparent toute la part du gâteau et importent les PME qui généralement même sont souvent les sociétés écrans créées même par ces mêmes multinationales pour gagner des parts de marché. Il y a toujours des mécanismes qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait un peu d'argent qui reste sur place. Donc moi je dis, on ne peut pas justifier ça par le fait que les PME locales n'ont pas de compétences. Elles ont toujours une compétence quelque part. Et moi je suis d'accord avec le cas, il parle de discrimination. On peut aborder ça de côté inverse. Discrimination positive. Parce que c'est dans le métier qu'elles apprendront en tout cas. Même si vous avez une compétence, si vous avez une expertise qui n'est pas éprouvée par la pratique du métier, vous n'êtes pas compétent. Vous n'êtes pas compétent. Donc il faut les mettre au pied, il faut les mettre dans le métier. Pour que, en faisant, elles acquièrent du savoir-faire. On ne peut pas les mettre à côté en justifiant le fait que non, elles sont incompétentes. C'est une forme de concurrence déloyale. Oui. C'est une forme de monopole qu'on est en train de créer dans la volonté de faire main basse sur les ressources locales. Sur les ressources africaines, vous voulez dire. Je reviens à vous, M. Fom. Tout le monde va aller au niveau de la régie. On va aller prendre cet extrait du prix UNESCO Guinée équatoriale. Un prix, je le répète encore, qui a honoré l'Afrique et qui aujourd'hui nous donne la légitimité, même la volonté de nous interroger sur la nécessité pour cette Afrique de s'approprier les industries du savoir, la technologie et la connaissance. 17 juillet 2012, Paris, France, siège de l'UNESCO, cérémonie de remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale, une grande première. Au centre de l'événement, 3 scientifiques du monde et un pays, la Guinée équatoriale avec son président de la République, Théodore Obiang Nguema Bazogo, à travers sa fondation, la Fondation Obiang Nguema Bazogo, pour la préservation de la vie. Pour cet homme d'État, à la tête de la Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale, devenu aujourd'hui un géant pétrolier et une destination privilégiée, l'un des pays stables de la sous-région, est tourné complètement vers son devenir. Il s'agit de récompenser les projets et les activités des personnes, des institutions et d'autres entités ou d'organisations non gouvernementales en faveur de la recherche en sciences de la vie, recherche qui contribue à améliorer la qualité de la vie des êtres humains. Pour l'occasion, et pour la première fois dans l'histoire de ce prix, 3 scientifiques de renom ont été retenus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Dr Rossana Arroyo, professeur au Centre de recherche et des études approfondies de l'Institut Polytechnique national de Mexique. Dr Rossana a profondément identifié, étudié et caractérisé l'adésine, qui est une des molécules les plus importantes dans la pathogenèse de ces parasites. Le deuxième scientifique qui a été retenu est le docteur Maged El Sherbini, de nationalité égyptienne. À la fois président du Centre de la science et de la technologie du mouvement des pays non alignés, haut fonctionnaire au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique de son pays, le docteur Félix Daparé Dakora vient de l'Afrique du Sud. Son combat récompensé est celui qu'il mène face au problème de la pénurie alimentaire sur le continent africain. Les faits présents et historiques sont là pour donner raison à ces travaux.
Afrique Horizon, Afrique Média, le monde est chez nous, le monde est chez vous. Nous sommes avec vous et nous parlons de l'insertion socio-professionnelle. En Afrique, un drame, une consternation, des injustices sociales, mais beaucoup plus à présent. Après avoir suivi cet extrait de la cérémonie officielle de remise du prix UNESCO Guinée équatoriale, de la qualité des contenus, même des formations dispensées à la jeunesse africaine. Tout à l'heure, M. Fomtoum, vous parliez de la question des transferts de technologie. Oui, le problème de transfert de technologie en Afrique, c'est quelque chose que le gouvernement des pays africains doivent mettre en priorité dans leur stratégie de développement. Ça veut dire que tous les pays, tous les gouvernements doivent mettre ça en priorité, surtout pour les pays où il y a de grands projets. Parce que la plupart des entreprises, la plupart de ces projets sont réalisés par des entreprises multinationales qui viennent d'Afrique et qui viennent avec leur main-d'œuvre. On ne doit pas permettre que si une entreprise vient en Afrique, qu'il n'y a pas de transfert de technologie. Ça veut dire que quoi? Ça doit être dans l'accord. Si vous gagnez un contrat, le transfert de technologie doit être dans l'accord qui définit dans le contrat. Je prends le cas du Nigeria. Au Nigeria, dans le secteur pétrolier, il y a le clause un article qui figure dans tous les contrats. Moi, je pense, je ne sais pas si c'est un article 39 ou quoi, mais on appelle ça local content. On appelle ça local content, Nigerian local content clause. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire toutes les entreprises qui viennent travailler, vous devrez, au Nigeria, vous devrez utiliser peut-être à 80% les Nigériens pour travailler. La main-d'œuvre pour travailler. Et il n'y a pas seulement utilisation, mais vous devrez transférer le savoir-faire. Vous devez les former. Vous devez transférer. Il n'y a pas question de dire que les Nigériens ne savent pas. Vous êtes responsable de le former. Et si tous les pays africains adoptaient cette mesure, je pense qu'on devait être très loin. Si vous voyez ce qui se passe au Nigeria, il n'y a pas, les Blancs ne sont pas nombreux dans le secteur pétrole parce que on a formé le Nigeria. Et vous avez même la responsabilité d'octroyer même la bourse de formation dans le secteur pétrolier au Nigeria pour que demain, ils soient capables de gérer ce secteur-là. On n'a pas toujours besoin des étrangers pour venir gérer ce secteur. Mais dans les autres pays, ce n'est pas comme ça. Donc, vous voyez, c'est très, très important. Oui. Au Nigeria, si vous voulez faire venir un expatrié, vous êtes obligé aussi d'envoyer un Nigérien à l'étranger. En formation. Non, il doit aussi aller travailler. Principe de réciprocité. Principe de réciprocité. Donc, ici, on ne voit pas. Dans d'autres pays africains, on ne voit pas ça. Ouais. Dans d'autres pays africains, on voit les Chinois partout. Même le main-d'œuvre local chinois. Vous avez des chantiers, des grands chantiers, et il n'y a que des Chinois là-bas. On ne peut pas faire ça. Et tu sais, le problème avec les Chinois, c'est quoi? Il n'y a pas de transfert de technologie. Quand ils viennent là-bas, ils parlent que chinois, vous ne comprenez même pas ce qu'ils disent. Même les signes, les écritures, tout sont en Chine. Même les manuels, tout ça en Chine. Ça veut dire que quoi? On est en train de nous mettre esclaves. Parce qu'à 30 ans, les équipements, les infrastructures qu'on nous a fait aujourd'hui, que nous sommes en train d'installer aujourd'hui, à 30 ans, quand ça va tomber en panne, on va toujours appeler les Chinois pour venir faire la maintenance. Alors, vous évoquez là un point très important, c'est celui aussi de la mise en place des infrastructures qui doit s'accompagner avec le processus même de développement, Paul Jérémy. Oui, non, moi je dis qu'il met là en exergue en réalité l'indépendance, c'est-à-dire en fait la problématique de la souveraineté. La souveraineté des États africains. Absolument, parce que en matière économique, en matière de développement. Essentiellement, et en matière de développement, comme vous dites. Donc, parce que lorsque vous pensez au développement, vous devez penser aussi à la ressource humaine qui doit l'accompagner automatiquement. Donc, les pays africains, pour la plupart, que ce soit le Gabon, que ce soit la RCA, ont des besoins criards d'investissement sur le plan industriel. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas suffisamment de cadres formés pour parfois diriger les énormes investissements que nécessite l'exploitation
des ressources naturelles de nos pays. Il faut donc faire appel aux étrangers. Donc là se pose donc le problème de la souveraineté. Il faut que dans tous les pays, même au Cameroun, je pense qu'il existe des clauses dans la législation pour les investissements, qu'on puisse former les cadres camerounais, que toute entreprise étrangère qui s'implante au Cameroun ou ailleurs, dans d'autres pays, je suis sûr que ça existe dans tous les pays d'Afrique. Le problème, c'est la volonté politique et cette volonté d'appliquer effectivement... Non, soyons précis, nous sommes là sur la place africaine et mondiale. Absolument. On l'a vu dernièrement, il faut être précis. On l'a vu en RDC, pas lui, il y a, je crois, un mois, où le président Kabila a réactivé un décret qui datait de 30 ans. Et qui disait clairement que les non-africains ne peuvent pas exercer dans la vente au détail et puis dans la distribution. Ça veut dire que c'est réservé aux nationaux, c'est réservé aux Congolais. Donc je pense que c'est une question de volonté politique et c'est passé en application et on a compris, il y a eu un changement net. C'était à la suite de la plainte des commerçants de RDC. Oui. Donc cette décision a été appliquée. Et je pense que si on le fait partout ailleurs, je pense que cette affaire sera réglée. Il y a des situations aujourd'hui où on a carrément donné des terres entières, des territoires entiers aux Chinois et à d'autres pays. Et qui les a donnés? Mais c'est l'administration, généralement les dirigeants. Donc je pense qu'il suffit de mettre en place des dispositions juridiques, des dispositions réglementaires pour y appliquer, laisser-les faire appliquer absolument. Oui, on va sortir de ce sujet. Il soulève un problème qui est très important. Je pense que tant que nos pays vont continuer à extravertir leurs contradictions, à laisser que leurs contradictions politiques soient gérées par l'extérieur, il y aura cette dépendance, cette faiblesse dans la capacité à négocier avec les partenaires étrangers. Parce que ça dépend de la capacité des pays à négocier avec les partenaires étrangers. Or, nos décideurs politiques, pour la plupart, sont dans des postures, dans des positions de faiblesse quand il faut négocier. Parce que ce qui est prioritaire, c'est quoi? C'est la préservation de leur pouvoir. C'est la préservation de leur position politique. Ceux qui ne sont pas au pouvoir ont pour seule ambition de faire plaisir à ces multinationales, parce que ces derniers vont les coopter auprès de leur chancellerie pour qu'on parraine leur arrivée au pouvoir. Alors il y a un problème grave interne. Non, mais c'est ça. C'était le cas, je vais simplement préciser ce qu'il a dit. Oui. C'est un problème extrêmement important. Parce que lorsque, sur le plan politique, vos contradictions politiques sont gérées par l'étranger, que ce soit au niveau de l'opposition ou du pouvoir, vous faites gérer vos contradictions politiques par l'étranger, que ce soit au niveau de la conservation du pouvoir ou même de l'accession au pouvoir, le pays ne peut pas négocier en position de force face à des multinationales. C'est ça le problème de la souveraineté. Donc il y a un ajustement, et c'est même plus qu'un ajustement, il y a une conversion qu'il faut faire au niveau des superstructures politiques dans nos pays pour qu'il y ait une vision commune de nos pays. Donc c'est un appel au patriotisme. Inventer un nouveau patriotisme pour que, à l'échelle de tous les pays africains, n'est-ce pas, que nous renforcions notre capacité à négocier auprès des multinationales. Il a parlé des besoins criards en financement pour les grands projets industriels, pour la transformation même des matières premières. Nos pays ont besoin de ces financements-là. Mais quand on dit nos pays, on veut dire quoi? Mais il y a l'élite qui a besoin d'argent parce qu'il faut conserver le pouvoir. Il y a une autre élite qui veut s'insérer dans les officines étrangères pour prendre le pouvoir. Ça fait qu'ils ont tendance à confondre leurs intérêts personnels avec ceux du pays. Alors comment sortir de ce jeu? Parce que voilà. C'est la question de l'indépendance. Ça suppose qu'il faut inventer un nouveau patriotisme. On a besoin d'un renouveau patriotique à l'échelle africaine. Et que les gens comprennent. Prenons l'exemple de la Chine. Regardez la Chine. Mais c'est un pays extraordinaire. Ces dirigeants sont mûrs. Vous allez jamais voir les Chinois exporter leurs contradictions politiques. Pourtant, la Chine en a. Mais ils ont mûri au niveau politique pour faire que, quelles que soient les distensions internes, quand le pays est face à l'extérieur, il y a une unité. Il y a une unité politique, une unité dans la vision du développement. Une unité dans ce qu'on appelle l'échange historique du pays qu'il faut relever. Mais nos pays malheureusement, nos dirigeants, l'élite politique africaine... vous allez, ça c'est très intéressant, et pour nous, la chaîne panafricaine, dans ce sujet, ça nous intéresse. Il y a donc ici des positions de traîtrise et peut-être même de recherche effrénée, tout simplement des biens. Mais c'est le problème africain. C'est le problème africain.
Tout à l'heure, on parlait de la Côte d'Ivoire, c'est vrai dans l'autre pays. Lorsque des dirigeants peuvent accepter d'être des sous-préfets, des gens qu'on transporte dans les chars, pour venir installer à la tête des pays, vous voyez que quand ils sont au pouvoir, ils vont faire quoi? Ils vont prioriser les intérêts de l'étranger, c'est clair. C'est clair. Et pour la plupart des pays africains, c'est une réalité, c'est vrai. On peut citer quelques-uns où on a les dirigeants qui essayent d'incarner un patriotisme. Mais vous allez voir que du coup, on le colle en opposant, qu'on arme et puis le pays est divisé. Non, on ne peut pas. Je vous dis, la clé, c'est qu'il y a une maturité politique dans le pays. Que les gens comprennent que tous les pays ont les contradictions. Vous n'avez aucun pays au monde où il n'y a pas de contradictions. Oui. Aucun. Les pays occidentaux qui sont prétendument développés ont des contradictions terribles. Mais lorsqu'il s'agit, il y a ce qu'on appelle les intérêts supérieurs du pays sur lesquels ils ne blaguent pas. Que ce soit, qu'ils soient le pouvoir de l'opposition, ils ont ça en commun. Et quand il faut négocier face à l'extérieur, c'est ça qu'ils mettent devant. Et du coup, le pays est fort. Quand un pays est uni politiquement, il est fort face à l'étranger. Mais dans les pays africains, on se pose ce problème. C'est de l'immaturité politique qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à négocier avec ces multinationales en position de force. C'est quand on est en position de force, lorsqu'on sait qu'autour de soi, on a tout le pays qui est uni. Vous comprenez? Quand vous parlez à une multinationale, elle n'a pas le choix que d'obéir. Vous pouvez lui imposer dans vos contrats, pas seulement de façon nominale, mais de manière à ce que ça puisse s'exécuter dans le pays, et il y aura ce transfert-là. Il y aura ce transfert-là. On va quitter ce sujet avec ce clin d'œil. C'est en Guinée équatoriale, le vice-président Théodore Obiangema a procédé là-bas la semaine dernière. Nous allons y revenir avec des images à la visite de toutes les populations. Vous savez, tous ces derniers jours, ce pays est taxé par l'Occident d'être un pays où a un fort taux de pauvreté, alors que la réalité est tout autre. Je voudrais quand même, avant de quitter ce sujet, il y a aussi ces conditions-là de pauvreté ou alors de manque de moyens qui freinent l'élan à l'éducation et au développement. Et cette semaine, il y a 2 semaines, et justement aussi cette semaine, le vice-président de Guinée a procédé à une visite des populations pour toucher les problèmes du doigt. Oui, Hubert, il faut dire aux gens, est-ce qu'on peut me citer un pays où il n'y a pas la pauvreté? Je ne pense pas qu'il y en ait. Il n'y a pas un pays où la pauvreté diminue. Même en Occident, avec la crise, il y a une pauvreté grandissante en Occident aujourd'hui. Donc, la cabale qu'on mène. Pendant que vous le dites, en Italie précisément, la plus grande scierie du continent est en voie de fermeture. 12 000 employés sont descendus dans la rue pour dire qu'ils préfèrent mourir de cancer que de famine. Je vais vous dire, monsieur Etundi, la cabale qu'on mène actuellement contre la Guinée équatoriale, ce complot-là qu'on entend mener contre le président Théodore Obiangema. Moi, je le dis parce que, est-ce que vous savez que dans l'exploitation pétrolière de la Guinée reçoit à peine 10% des ressources pétrolières qui lui appartiennent. Ah, c'est vous qui dites parce que vous êtes très aguerri en matière d'énergie. Donc, je dis, à peine 10% des ressources, des ressources pétrolières de Guinée reviennent à l'État. Donc, aux Guinéens. Si on veut le bonheur des Guinéens, qu'on commence déjà par leur donner au moins la moitié de ces ressources-là. Il faut arrêter cette hypocrisie-là. Pourquoi pas plus de la moitié? Puis ceci, c'est 10%. Attendez, je dis, moi, je parle déjà de la moitié. Commençons déjà par là. Donc, je dis, à peine 10% des ressources pétrolières guinéennes aujourd'hui reviennent aux multinationales. À l'État guinéen. 90% va à l'étranger. Donc, si on aime les Guinéens et qu'on prétend aimer les Guinéens, les Équato-Guinéens, justement. Oui, les Équato-Guinéens, qu'on commence déjà par leur donner la juste mesure de ce qu'ils ont droit. Parce que le pétrole leur appartient d'abord, avant d'appartenir aux multinationales. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous évoquez, je dois préciser que vous êtes très aguerri en matière de consommation d'énergie électrique et même de pétrole. Ce que vous dites sur le plan international ne souffre d'aucun doute. Vous parlez avec statistiques le plus souvent. On va quitter ce sujet, M. Fomtou. On va prendre une transition. On va revenir au cours des prochaines semaines. J'annonce d'ailleurs, il y a des experts en matière d'éducation, de formation, qui vont passer ici jusqu'aux semaines précédant la rentrée académique et scolaire. Pub et transition de l'autre côté de la régie. Afrique centrale, la Guinée équatoriale acquiert son indépendance en 1968. Mais son évolution est effective avec la montée au pouvoir de son Excellence,
Teodoro Obiang Nguema Zogo, grâce à qui le seul pays d'expression hispanophone et lusophone du continent, une reconnaissance internationale de la diplomatie équato-guinéenne qui se veut de plus en plus offensive, ambitieuse et démontrant la qualité de l'action publique et régionale du continent. Pour le rayonnement du pays, Obiang Nguema Zogo a ouvert des programmes grandioses de développement des infrastructures et des chantiers modernes. Rien d'étonnant que ce pays jadis considéré comme petit se positionne chaque année davantage comme une grande nation ayant une visibilité à la hauteur de son poids économique. Cet Eldorado pétrolier a pu voir le jour grâce à un homme qui parle de paix avec un esprit humanitaire. Il ne manque plus qu'à ce pays d'adhérer au Commonwealth pour témoigner la visibilité grandiose de la Guinée équatoriale sur le plan international. Le président Obiang Nguema, à sa première déclaration à l'exercice de l'Union africaine, a mis l'accent sur les crises de valeurs, dont la culture africaine, qui, elle, conduit au facteur de l'unité et à la solidarité entre peuples africains. En grand artisan de l'intégration, Obiang Nguema Zogo dénonce l'instabilité dans les pays d'Afrique et privilégie le dialogue pour une solution pacifique et négociée. Le Tchad vit aujourd'hui une véritable ère politique d'ouverture grâce à son président Idriss Déby Itno, impulseur de la naissance du renouveau tchadien. Après un passé politique agité, le Tchad, bien qu'encore fragile, est en train de retrouver son équilibre et sa cohésion sociale. La réélection de son président Idriss Déby Itno confirme la place du Tchad dans le rôle important que le pays entend mener sur le plan international, fier d'une économie en plein essor qui a pour domaine de définition le pétrole. Principale ressource de développement du pays, le Tchad ambitionne être la vitrine de l'économie sous-régionale et de l'Afrique. Preuve d'une émergence sociale au Tchad, la construction d'établissements sanitaires, d'écoles, universités et de routes modernes est suivie par de nombreux chantiers. L'environnement des affaires propice à l'investissement permet de créer des emplois au bénéfice des populations qui ont foi en leur pays. Le Tchad, en avant pour une croissance économique, un exemple de renaissance politique, économique et sociale de la sous-région Afrique centrale. Merci de nous recevoir chez vous. Le monde est ici chez nous, il est aussi avec vous, avec nous, chez vous. Afrique Horizon, le Mali, ce dimanche, les informations qui nous viennent font état de ce qu'à Tombouctou, par exemple, la célébration de la fête du Ramadan a été faite dans des inquiétudes et beaucoup de peur, parce que actuellement, de ce côté-là, l'on vit dans la supposition ou alors l'exigence de l'imposition de la loi de la charia avec les salafistes. Mais la grande question pour le Mali, toute cette semaine, c'est toujours l'attente, Badakani, de la formation d'un gouvernement d'union nationale de transition avec le président de transition, bien entendu, John Kounda Traoré. Le Premier ministre a été maintenu, Cheikh Modibo Diarra, et le Burkina Faso continue à mener toujours dans sa médiation dans le nord du pays, avec Djibril Bassoli. Je veux, avant de venir sur la crise malienne, permettez-moi de revenir tout à l'heure sur la question de la répartition de la manne pétrolière dans les pays africains. Oui, allez-y. Je voudrais saluer le président Duras qui nous a soulevé un pan de voile qu'on a tendance à oublier. Ces prétendus pays civilisés qui donnent les leçons aux pays africains et qui aiment tant l'Afrique plus que les Africains, là, ils aiment les Africains plus que leurs propres citoyens, en passant, mais ils devraient dire la vérité sur les contrats qui lient les pays africains à leur pays, les contrats pétroliers. Alors parlons-en. Je voudrais dire que d'abord ces contrats sont signés secrets. Voilà des gens qui aiment la démocratie, pays très démocratiques, qui signent des contrats qui engagent le destin des ressources naturelles des pays africains sur la base du secret d'État et de la confidentialité. Alors on parle de démocratie, on parle de tout. On ne parle jamais des contrats que les pays africains, n'est-ce pas, aux pays occidentaux, quand ça concerne les ressources naturelles du sous-sol. Et on ne dit jamais, on ne dit jamais à l'opinion publique que dans ces contrats, ce sont des contrats inégaux, et je suis gentil, mais ce sont des contrats de vol. C'est de la rapine d'État, c'est de la criminalité d'État. Parce que quand on impose à un pays qui produit du pétrole et qu'on prend 90% pour les multinationales et 10% simplement pour l'État, et qu'après on vient jouer le donneur de leçons sur le bonheur de ce peuple-là, c'est inacceptable. Nous attendons dans les pays africains que les contrats que les multinationales signent avec les États, en ce qui concerne leurs ressources, soient mis sur la place publique.
dans les parlements et sur la place publique. Vous êtes le président du nouveau mouvement populaire. Tout à l'heure, le président du RAS, le réseau associatif des consommateurs d'énergie électrique, je le redis, d'énergie, tout à fait, d'énergie, je le redis encore, c'est quelqu'un qui a autorité en matière sur la place mondiale. Donc il a relevé cette disproportionnalité de 10% et de 90% en termes d'exploitation. Non seulement il a autorité, mais son sérieux est reconnu dans ce domaine. Je connais les travaux qu'il fait dans ce domaine. Donc je prends ce qu'il dit sans peur. Vous comprenez? Ce problème de la répartition des ressources qui a été fait, qui a été imposé à l'Afrique à la faveur des indépendances, jusqu'aujourd'hui ça n'a pas changé. Les grands bavards sur la démocratie, les champions de la démocratie font tout en matière de démocratie, sauf faire la transparence sur les contrats qui lient nos États à leur multinationale quant à la répartition de nos ressources naturelles. Vous allez voir la crise malienne, c'est ça qui est c'est ça qui est l'enjeu. Il paraît qu'on a trouvé du pétrole au nord du Mali. Il y a du pétrole là-bas qu'on a trouvé là-bas. Alors on nous a fabriqué la crise libyenne, on a assassiné le président Kadhafi, et tous ces contingents aujourd'hui qui sont armés, qui sont rentrés, jouer les rebelles au nord du Mali, on sait d'où ces contingents viennent. On savait en déstabilisant la Libye que le Mali devait être le premier État qui devait être déstabilisé à cause de cette crise. Et vous avez vu au Niger, comme par hasard, ces rebelles font rien au Niger. Pourquoi? Parce que là-bas, l'État français veille. Parce que l'uranium français dépend du Niger. On veille. Mais on veut faire du chantage à l'État malien pour que cette transition qui est en train d'être faite et qui est pilotée depuis Paris, parce que monsieur le président de la transition, il vient tout droit de Paris, qui est piloté depuis Paris, on va venir présenter aux Maliens que voilà, l'État, on a restauré l'unité, le président a restauré l'unité, et sans dire aux Maliens, non, laissez-moi y aller, sans dire aux Maliens les dessous de l'accord. Parce qu'on va dire aux Maliens qu'on vous donne l'unité, mais vous nous bradez toutes les ressources qu'il y a au nord qu'on va trouver. C'est ça, mais bien sûr, c'est ça, c'est l'enjeu qu'il y a là-bas. Mais c'est quoi cette bande de rebelles, hein, de petits voyous comme ça qui font le tir à l'oiseau à la barbe de cette communauté internationale qui a été très prompte à aller renverser le président libyen et qui est très prompte à aller armer des rebelles en Syrie. Est-ce que ça coûte quoi pour les neutraliser? Non, on est en train de faire du chantage. D'ailleurs, en passant, l'ancien président malien a soutenu la déstabilisation des Kadhafi. Et lorsqu'il a demandé de soutien à ces pays étrangers pour faire face à la rébellion, on lui a tourné le dos. Parce qu'il ne voulait pas brader le pétrole qu'on est en train de découvrir au nord. C'est ça les enjeux. Donc, le même problème partout. Donc, il est temps que les pays africains soient lucides et que la population ne se fasse plus manipuler, n'est-ce pas, par un impérialisme rampant qui se cache derrière l'exportation armée de la démocratie. Alors, pour aller dans le sens de Paul Jérémy Bikidi, il faut rappeler que les premiers opposants aujourd'hui à une intervention militaire salutaire, en tout cas pour sauver le nord du Mali aujourd'hui, c'est les États-Unis et c'est la France. Ils fixent des conditions incroyables pour autoriser, je crois, l'organisation... CEDEAO. Oui, voilà, la CEDEAO d'intervenir militairement. Ils fixent des conditions au Mali. Et vous pensez que ces conditions ont des sous-entendus, en fait, des relents cachés? Je pense qu'il y a derrière ça des relents effectivement cachés. Ouais. Est-ce que la France et le reste de la communauté internationale ont vraiment la volonté de faire à ce que le Mali retrouve son unité? Je ne pense pas, parce qu'ils n'ont pas intérêt. Ils doivent continuer à entretenir cette atmosphère de terrorisme fictif au Mali pour continuer à faire circuler les armes et à mettre des gens qu'ils veulent au pouvoir dans ces pays-là. Donc je pense que c'est une question éminemment importante. Monsieur Fomotou, là on est donc au Mali, je peux relire cette information. Tombouctou, la grande prière a eu lieu comme d'habitude à chaque grande occasion sur la place du Sahel vert, mais une grande partie de la population ayant quitté la ville ces derniers mois, il y a beaucoup moins de monde cette année, et donc la grande prière, elle a été effectuée par un représentant du groupe islamique qui n'est pas celui-là qui d'habitude effectue la prière. Alors certains des membres de la prière sont tout simplement partis. Ça veut dire qu'il y a
insécurité là-bas et que peut-être même la médiation menée par Djibril Bassolé a des limites. Oui, je pense que le problème, comme les collaborateurs viennent de dire, c'est un problème vraiment politique et que l'Afrique, on ne peut pas seulement trouver la solution au problème du Mali, mais on doit chercher à trouver le problème de décolonisation de l'Afrique, oui, en général. Parce que je pense que pour qu'on trouve vraiment l'indépendance politique, les Africains doivent se mettre ensemble. Il doit y avoir une nouvelle génération de pensée, il doit y avoir une nouvelle génération de faire des choses, de manière de faire des choses. Et qu'ensemble en Afrique, avec une nouvelle pensée, on peut résoudre le problème. Parce que vous êtes un formateur. Quand vous parlez vous avez parlé un peu plus haut de transformation, de révolution. Quelle est la transformation qu'il faut faire ici? Oui, il faut un nouveau patriotisme africain. Le patriotisme qu'on a eu avant l'indépendance, ou pendant la lutte pour l'indépendance, est déjà dépassé. Parce que juste après l'indépendance, les mêmes colons sont revenus avec une nouvelle manière de colonisation qui était plus pire. Parce que ce qui est mauvais, c'est que tu penses que tu es libre alors qu'en réalité tu n'es pas libre. Donc, ça veut dire que bon, tu parles de la liberté, de la démocratie, alors qu'en réalité tu ne l'es pas. Et c'est ça qui fait plus mal à l'Afrique. Parce que nous pensons que nous sommes indépendants et en réalité nous ne sommes pas indépendants. Et que les gens maintenant, il y a une sorte de colonisation cachée, on appelle ça néocolonialisme, qui est encore plus pire. Donc les Africains doivent se réveiller, nous on devait prendre notre responsabilité au lieu de penser qu'on doit toujours apprendre chez les Blancs, ce que les Blancs nous disent, ce que les Blancs nous imposent sont les meilleurs. On doit chercher notre racine à aller au fond et voir comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes réaliser notre rêve. Oui, réaliser le rêve. Oui, vous allez ajouter cette chose, mais aussi avec une interrogation. Réaliser ce rêve, mais on voit quand même qu'il y a des mouvements religieux qui sont à la base. On tire la ficelle avec l'islam, on tire la ficelle avec le christianisme. En fait, on utilise parfois la religion pour arriver à ces fins. Le président Duras, qui dit tout à l'heure, a dit quelque chose de très important. L'attitude des États-Unis par rapport à la crise malienne. La crise malienne a révélé la connexion criminelle qui existe entre les services secrets occidentaux et les djihadistes, entre guillemets, les islamistes. On a vu comment c'est eux qu'on a. C'était eux qui servaient de fonds armés pour aller renverser le colonel Kadhafi. Donc la connexion est établie. Donc il faut désormais légaliser ça en sacrifiant l'unité du Mali, en donnant le nom comme refuge désormais officiel à des, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, à des bandits qui sont prétendument appelés islamistes. Vous comprenez? C'est ça l'enjeu. Parce que comment va-t-on recycler ces gens? Et c'est ça, on parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. C'est le même problème. Comment recycler les gens qu'on a utilisés pour aller renverser le colonel Kadhafi? Comment les recycler calmement? Comment faire à ce que, comment les trouver un refuge légalisé où désormais ils peuvent agir de façon, ils ont une base de repli qui est désormais légalisée, où ils peuvent continuer à agir et servir de troupes sur le prétexte de l'indépendance de l'Azawad. De l'Azawad, sur le prétexte d'une autonomisation, tout ça et consorts, et comme ça passer à peu de frais la complicité, le lien actif qu'il y a entre les services secrets occidentaux, américains, londoniens et français et ces bandes qu'on appelle les islamistes. C'est ça qu'il faut dire. Le Mali est en train de payer le prix aujourd'hui. Et on fait semblant d'être des médiateurs. Est-ce qu'il y a un risque de partition si on va... Je ne sais pas. Mais je voudrais rappeler ici que ces prétendus rebelles-là ont été reçus à Paris avant qu'ils ne prennent les armes. On les a vus reçus au Quai d'Orsay. Ils ont été reçus à l'Élysée. Ils ont été reçus au Quai d'Orsay. À l'Élysée. Donc maintenant, on va faire quelle médiation? Et puis qui est le médiateur? Le président Compaoré. Mais je respecte les présidents. Mais ce monsieur ne peut pas être un médiateur. Bref, il est le paravent de Paris. Mais il faut dire les choses comme ça se présente.
Nous sommes fatigués du jeu des Occidentaux en Afrique. Nous devons dénoncer avec la dernière énergie ces manipulations. Ces manipulations, mais c'est quoi les rebelles? Mais si on veut les neutraliser, ça ne prend pas 2 jours. Alors, si on a mis un pays en guerre civile comme la Libye, si on a en train de détruire la Syrie, et si on a bombardé un palais présidentiel à la Côte d'Ivoire, ça coûte quoi de neutraliser des petits bandits? Non, c'est que ces gens travaillent avec les services secrets occidentaux et qu'il faut leur trouver un refuge. Il faut les habiller légalement. Est-ce que c'est ce qui fait traîner la formation du gouvernement? Mais quel gouvernement d'union nationale? Avec un président qui sort tout droit de Paris. Il est parti, il a été agressé, il était malade, on l'a soigné à Paris. Il revient là, fraîchement de Paris, mais c'est honteux. Je dis, c'est honteux. Quel gouvernement? L'ancien président qui était, entre guillemets, un président démocratiquement élu, Touré, a demandé de soutien aux Occidentaux. Pourquoi ils n'ont pas donné le soutien s'ils aimaient tant le Mali? Pourquoi? Où étaient ces médiateurs quand M. Touré demandait de l'aide militaire? Il les aurait neutralisés en 2 jours, en 2 secondes. L'armée régulière et légale de ce pays. Où étaient ces médiateurs internationaux? Où était cette diplomatie internationale qui aime tant le Mali? Ils étaient où? Ils ont fermé les yeux, ils ont laissé, parce qu'il fallait recaser ces rebelles. Il fallait les recaser à tout prix. C'est ça l'enjeu. Il fallait les recaser au nord du Mali pour qu'ils n'aient pas déstabilisé le Niger, qui est un giron stratégique important pour Paris. Alors, M. est-ce à dire que ce sera un gouvernement d'union nationale, du moins ce qui va arriver ces jours-ci, qui ne va servir à rien, M. Fomentou? Je ne peux pas dire, mais ce que je peux dire, c'est d'être d'accord avec M. Banda sur une chose, parce que je me rappelle au lendemain du crise malien, du coup d'État, où le président français a dit, oui, le 22 mars, ou le lendemain du coup d'État, le président français a dit, sans condamner le coup d'État, a dit qu'il faut qu'il y ait une élection démocratique le plus tôt en Mali. Ça, c'est un pays qui vient d'avoir un coup d'État. Tue un président français. Il ne condamne pas, d'abord. Mais il dit plutôt qu'il faut avoir une élection présidentielle démocratique le plus tôt possible, sans condamner ce que les rebelles ont fait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est un montage, un truc qu'on attendait depuis. Et qui est arrivé à pronommer Paul Jérémy. Oui, il a tout dit en disant que les gars ont été reçus, les rebelles, je crois, comment on appelle, en sardine, ont été reçus en grande pompe en France. C'est du jamais vu. C'est comme, par exemple, au Mali, on recevrait, par exemple, les indépendantistes corses, par exemple. C'est pareil. Donc, je trouve quand même absurde qu'un pays dit démocratique reçoive les représentants d'une rébellion à un régime démocratiquement élu selon des normes occidentales. Donc, je pense qu'il y a un problème. Et le gouvernement d'union nationale de Diokondi Touré ne servira à rien. Il ne servira à rien. On ne fait que reporter les problèmes. La solution au problème malien est militaire. La solution est un problème militaire, c'est-à-dire? Militaire, ça veut dire qu'il faut buter les islamistes hors du Mali. Il n'y a pas de choses à faire. Il faut les buter hors du Mali. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, on va aller du côté de la régie. On va prendre une transition de ce côté avec la pub. Merci pour vos contributions. D'ailleurs, tout ce qui s'est dit le plus souvent au cours de cette émission, c'est des choses qui se réalisent. On va parler de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, où beaucoup de panélistes ont signifié l'insécurité grandissante et que les armes circulaient toujours dans ce pays. Transition. Donner les moyens à l'armée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voir l'Afrique centrale se relier, ça nous fait vraiment une grande ouverture. Surtout nos frères qui reviennent du Gabon, qui ne savent venir au ravitailler ici. Le foufou, le manioc, tout, c'est bien fait. Parmi nos clients les plus importants, il y a les populations du Gabon. Nous sommes heureux de voir qu'on va améliorer les conditions dans lesquelles nous allons vendre nos produits agricoles aux populations frères du Gabon. Donc comprenez la liesse du peuple qui est là. Ils sont véritablement heureux. Nous avons nos parents qui sont morts sans voir le Goudouin, mais actuellement nous partons de Brazzaville jusqu'à Okoyo
nous faisons un seul jour. C'est le développement du pays qui est en train de se faire à travers le nom de M. Denis Sassou Nguesso, qui est un chef très pragmatique. Mais parfois, on a essayé au caca. Les autres doivent même 2 heures de temps. Et aujourd'hui, tout le peuple de Burundi dit merci au président de la République. Vraiment pour ça, le président Denis Sassou Nguesso, qu'il puisse continuer. Ceux qui n'étaient pas vraiment au conduire Bisso, si la fin la Bisso. Sassou Nguesso, pour notre part, c'est celui-là aussi qui mérite de diriger ce pays-là à l'éternité. Au départ, on n'avait jamais vu des choses comme ça. Denis Sassou Nguesso, c'est un libérateur, je vous le dis franchement. Se précipite vers le Gabon avec un projet dans la zone économique spéciale de classe mondiale, avec de grandes infrastructures et un esprit entrepreneurial. Le Gabon, c'est la porte de l'Afrique. Bienvenue au Gabon. En Égypte, les pleins pouvoirs sont désormais entre les mains du président Morsi. De ce côté-là, le maréchal Tantawi, l'homme fort de l'armée, a été mis tout simplement à la retraite. Mais la question qui se pose à nous et qui se pose sur la place africaine et du monde, c'est de savoir comment le président Morsi va-t-il gérer ce pouvoir avec ses influences à l'international et à côté le Sinaï qu'il faut tout de même sécuriser vis-à-vis Israël et ses connexions avec l'Iran, qui en réalité, cette semaine, le président Morsi a dit vouloir former un groupe de médiation pour essayer de voir la situation syrienne. Il y a déjà des problèmes à l'intérieur. Il doit gérer un pouvoir où on se pose la question de savoir est-ce que l'armée va se laisser faire. Ben écoutez, il ne faut pas se leurrer, il faut faire attention. On est là en pleine politique. L'armée est incontournable en Égypte. C'est la seule force politique la plus organisée. Et en plus, celle qui maîtrise les armes. Ce qui se passe simplement, c'est qu'il y a eu un accord entre le président Morsi et l'armée. On a sacrifié les anciennes figures de l'armée qui représentaient, même symboliquement, il a invalidé aussi certaines décisions. Hein. Non, il ne peut pas défier l'armée. C'est un accord. C'est simplement un accord. Parce que quand on dit plein pouvoir, moi ça me fait sourire. C'est que les deux parties aujourd'hui ont intérêt à s'entendre pour que le pays redémarre. Mais croire que le président Morsi va venir éradiquer la toute-puissance de l'armée en Égypte, mais c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Donc moi, je ne suis pas naïf. C'est bien déjà pour la gouvernabilité de ce pays que l'armée et le président s'entendent, parce que ce pays a besoin de paix. Il faut redémarrer l'économie et que ceux qui font la rue à la place d'Ari trouvent du travail, va à leurs activités, parce qu'on ne mange pas la rue. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la rue. Donc, et vous voyez, oui, il faut le dire, ça fait longtemps qu'ils sont dans la rue et leur révolution leur a été volée. Donc, je me réjouis de cet accord. Volé par qui? Mais ça a été volé par les spécialistes du vol. Dès que la CIA est entrée dans l'affaire, dès que les Occidentaux ont repris l'affaire en main, la révolution a dérouté. Parce que les Égyptiens ne se battaient pas pour avoir des régimes de la charia, par exemple. Et c'est vrai pour tous les printemps, pour tous les printemps arabes. Il n'était pas question d'imposer les régime de la charia. Ce qui a amené les gens dans la rue, c'est sur le paravent de la démocratie, c'est revendiquer la justice sociale, de l'emploi pour les jeunes égyptiens qui sont des chômeurs. Le chômage est endémique en Égypte depuis 30 ans, tout le monde le sait. Donc ils ont besoin, n'est-ce pas, de croissance économique, ils ont besoin de prospérité, ils ont besoin que la richesse soit répartie équitablement. Ils ont besoin que leur économie soit libérée de la tutelle internationale. C'est pratiquement le même problème. Mais la tutelle internationale, c'est possible. Parce qu'on a quand même vu. C'est pratiquement le même problème qui se pose. Parce que ces pouvoirs vont être rattrapés par la demande sociale.
Mais tous ces pouvoirs au printemps arabe là-bas, en commençant par l'Égypte, c'est bien beau, mais les populations à un moment donné ne mangeront pas la charia. La charia ne va pas résoudre par un clé, par un bagage magique, le chômage, qui est endémique dans un pays comme l'Égypte. Ces jeunes ont besoin de travail. Ils ont besoin de formation. Tout à l'heure, on en parlait. Une fois fini l'euphorie, ben, les réalités vont rattraper ce gouvernement. Donc, l'accord entre M. Morsi, le président Morsi, et l'armée était indispensable et inévitable. Inévitable. Parce qu'en tant que président, il va s'appuyer sur quoi pour imposer l'ordre? Il faudrait bien à un moment donné imposer l'ordre. Il va s'appuyer sur l'armée. Donc, un accord était inévitable. Nous saluons cet accord. Parce que notre intérêt n'est pas que l'Égypte, une nation africaine, soit dans le bain de sang permanent. Donc, nous souhaitons que entre ces deux forces, la politique, les frères musulmans et l'armée, n'est-ce pas, cette harmonie perdure et que l'Égypte retrouve la paix et retrouve la sérénité pour aborder les défis internes. Oui, pour faire intervenir, on va d'abord aller au niveau de la régie pour prendre un reportage, une image de l'Égypte toute cette semaine. Je reviens à vous, Paul-Jérémy Bikidik. C'est par téléphone que Léon Panetta, secrétaire américain à la Défense, s'est entretenu avec son homologue égyptien tout juste nommé. Abdel Fattah el-Sisi s'est engagé à poursuivre la coopération militaire et la relation que son prédécesseur avait mis en place. Les États-Unis aident financièrement chaque année l'armée égyptienne pour un montant d'1,3 milliard de dollars. Aide financière versée en récompense des efforts que l'Égypte fait pour établir une relation pacifique avec Israël. Léon Panetta a également appelé son homologue à surmonter les défis que traverse actuellement l'Égypte. C'est par téléphone que Léon Panetta, secrétaire américain à la Défense, s'est entretenu avec son homologue égyptien tout juste nommé. Abdel Fattah el-Sisi s'est engagé à poursuivre la coopération militaire et la relation que son prédécesseur avait mis en place. Les États-Unis aident financièrement chaque année l'armée égyptienne pour un montant d'1,3 milliard de dollars. Aide financière versée en récompense des efforts que l'Égypte fait pour établir une relation pacifique avec Israël. Léon Panetta a également appelé son homologue à surmonter les défis que traverse actuellement l'Égypte. Alors, Paul-Jérémy Bikidik, surmonter la paix face à Israël et les relations internationales. Je voudrais dire, écoutez, d'abord, par rapport au décret du président Morsi qui a mis à l'écart Maréchal Tantawi. Il faut dire qu'on ne dirige pas un pays comme l'Égypte avec des décrets. Il y a la réalité du rapport de force sur le terrain qui veut, comme Banda l'a dit tout à l'heure, que l'armée est une force incontournable dans un pays comme l'Égypte aujourd'hui. Mais il y a un élément que... Est-ce que l'armée va jouer le jeu? C'est ça l'armée n'a pas le choix que de jouer le jeu, puisque en réalité, la révolution, entre guillemets, parce que je mets les guillemets, toute cette révolution-là qui s'est opérée, était la demande principale des révolutionnaires. C'était que l'armée se mette à l'écart. Voilà. Absolument. Donc je pense qu'elle va s'effacer, ne serait-ce que sur le plan de la représentation, mais elle restera sur le plan de la symbolique aussi de la représentation. Elle sera présente. Vous savez que l'Égypte est à cheval entre des pays en guerre. L'Égypte partage une frontière avec Israël. Et tout le monde sait que, avec les velléités belliqueuses de ce pays-là, qu'on appelle Israël, aujourd'hui, tout peut arriver. Avec la Palestine et le Hamas, qui a été indexé la semaine dernière. Tout peut arriver aujourd'hui dans cette région du monde-là. Vous savez que Israël est en train de préparer aujourd'hui, mettre en place un plan de bombardement sur l'Iran en ce moment. Donc il y a potentiellement tout concours à ce que la région-là soit déstabilisée aujourd'hui. Donc, les Américains qui va profiter le crime? Absolument. On s'interroge pour l'instant. À qui profite le crime? Ça ne peut profiter qu'aux États-Unis d'Amérique. Une fois de plus. Je vous rappelle quand même une image dans ce reportage. Je vous rappelle qu'Israël bénéficie, au même titre que de l'Égypte, d'un soutien financier américain de plus d'1 milliard de dollars chaque année. Donc, l'Amérique a réitéré a renouvelé cette dotation cette année aussi, et elle compte après les multiples voyages de Hillary Clinton là-bas. Après l'incident dans le Sinaï, la semaine dernière, je crois il y a 2 semaines, qui a vu 17 militaires égyptiens morts, tués par Israël, parce qu'en fait tout concourt
C'est-à-dire qu'Israël a fomenté cela pour créer cette psychose-là, cette tension-là, et justifier une éventuelle... sécurisation Non, une éventuelle... je veux dire... ils veulent s'attaquer à l'Iran. Ils veulent déstabiliser la région. Israël portera la responsabilité de l'insécurité dans cette région-là. C'est un pays belliqueux qui a des dirigeants battent en guerre. Merci. M. Fomontoum, l'Égypte, le reportage tout à l'heure, beaucoup d'enjeux. Assainir les relations à l'intérieur avec le voisin Israël, mais aussi avec la communauté internationale, au premier rang les États-Unis. Mon souhait pour l'Égypte, c'est qu'ils retrouvent la paix et que les jeunes puissent trouver le travail et que la région entière soit en paix, parce que le peuple a trop souffert pendant plus d'1 an, la révolution, et que cette révolution-là puisse bénéficier les Égyptiens. Si je fais une analyse un peu sur ce qui se passe, je vois que le maréchal Tantaoui qu'on a enlevé, n'ont pas totalement écarté, mais ils sont devenus conseillers, au président. Je pense qu'avec cette stratégie-là, il ne sera pas totalement écarté, mais il pourra quand même apporter... Avec dans son rôle de conseiller, vous estimez qu'il sera écouté, M. Fomonto? Je pense, parce que on voit son âge, il a 76 ans déjà, donc je ne pense pas que à cet âge, il va encore peut-être chercher encore à faire peut-être un autre coup d'État pour peut-être chercher à devenir président ou quelque chose comme ça. Mais mon objectif, c'est que ce qui se passe en Afrique avec l'influence des Occidentaux, que les Africains puissent reconnaître que ils doivent rester en paix, que la paix est importante pour eux, n'est pas toujours se donner au respect des intérêts occidentaux. Donc, la paix est importante. La paix est importante. Elle a aussi un prix. Oui, la paix et le développement est important pour les Africains. On ne doit pas toujours chercher à s'allier aux Occidentaux parce qu'on va payer les armes, parce que nous, on parlait aujourd'hui de l'éducation. Si les Américains aiment les Égyptiens, ils doivent leur donner les aides pour développer leur pays, pour développer les infrastructures éducatives dans leur pays. Pourquoi pas les apprendre si nous avons besoin des armes à fabriquer les armes eux-mêmes. Donc, ça, le genre de développement et de coopération que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de coopération de vendre des armes. Alors, pour tuer les gens. Oui, je commence par Badakani, on va de ce sujet dans... Je voudrais analyser avec la commission de Wikileaks, je voudrais analyser une image symbolique qui est forte. Le nouveau chef d'état-major de l'armée qui a été fraîchement nommé, il est allé à Washington. Non, les images sont... Non, en politique, c'est très fort. C'est quand même bizarre qu'il y ait un président et qu'on reçoive le chef de l'armée à Washington comme s'il était le président. En réalité, c'est pour dire que voilà notre vrai interlocuteur. C'est ce que ça veut dire. Et que, voilà pourquoi je parle d'un accord entre le président Morsi et l'armée. C'est un accord. C'est un accord. C'est-à-dire que le reste là, c'est un aménagement de façade. C'est quand même terrible qu'une puissance étrangère reçoive le chef d'état-major d'une armée dans un pays où il y a un président élu, entre guillemets, démocratiquement selon les critères de ces occidentaux, et que le monde entier, une fois nommé, le monde entier voit sous les ordres de la Maison-Blanche, comment est-ce qu'il est reçu? Ça veut simplement dire qu'en fait, voilà notre interlocuteur. C'est ce qu'on est en train de dire au président Morsi, que voilà notre interlocuteur. Donc, une fois de plus, c'est un message aux soi-disant révolutionnaires de la place Tahrir, qu'ils se sont fait voler leur révolution, ils ont engagé un combat, ils ne comprennent rien à la géopolitique internationale, ils se sont fait purement manipuler. Donc, il est temps que l'Égypte se recentre sur les questions essentielles, le travail de la jeunesse, une bonne éducation et une véritable démocratisation dans ce pays. Une véritable. Parce que la démocratie, ce n'est pas le charabia électoral qu'on va faire là.
La démocratie, c'est la décentralisation, une vraie, que le peuple réel ait les capacités de peser sur ses affaires quotidiennes au jour le jour, que les gens aient la capacité de construire des maisons, de se loger, d'envoyer les enfants à l'école et d'être éduqués. Mais voilà la vraie démocratie. Oui, pas le charabia électoral. Merci Madame. Mais le président Morsi avait quand même signifié lors de son discours à la place Tahrir qu'il va rester aux côtés des populations et de la jeunesse. Oui, Hubert, il faut dire tout de suite que on ne peut pas parler de l'Égypte et de son avenir aujourd'hui sans résoudre l'équation palestinienne. La Palestine est une épine au pied pour aller, je veux dire, c'est la condition, l'établissement d'un État palestinien est la condition. Pour vous, est la condition sine qua non pour la stabilité dans cette région du monde. Et manifestement, Washington et d'autres capitales occidentales ne veulent pas de l'indépendance, je veux dire, de l'indépendance de la Palestine. Et tant que ce problème va perdurer, eh bien, cette région du monde restera dans l'instabilité. Alors, on va faire juste un lien. C'est une question, on va partir de ce sujet en 2 minutes tout simplement. Quel est donc le commentaire que vous faites des 100 premiers jours du président français François Hollande à l'Élysée? Je commence par Mbandakani. Un signe pour l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique a... Mais le signe est là. Vous avez vu les chefs d'État qui ont été reçus très tôt une fois élus. Le président gabonais. Et vraiment, vous voyez, je pèse mes mots, j'ai la peine à prononcer. Celui qui fait office de président en Côte d'Ivoire. Voilà les 2 présidents qui ont été reçus. Le président en exercice de l'Union africaine, Thomas Yayi Boni a été aussi reçu. Nous respectons les formules diplomatiques, c'est des présidents des pays africains. Mais nous disons que ces 100 jours témoignent simplement de la continuité. Hollande maintenant dit clairement que c'est... Il assume la continuité sarkozienne. Parce que c'est les intérêts français qu'il s'agit. Que ce soit gauche ou droite, ils sont élus pour défendre les intérêts de la France. Vis-à-vis de l'Afrique. Mais bien sûr, pendant la campagne électorale, pas un mot sur le continent africain. Pas un mot. Malgré l'apparente rage qui opposait Hollande au président, à l'ex-président Sarkozy, pas un mot sur l'Afrique. Parce que pour eux, il n'y a pas de débat, de contradiction sur l'Afrique. C'est un marchepied pour la grandeur internationale de la France. C'est un intérêt français parce que nous connaissons beaucoup de Français qui souhaitent l'avènement d'une nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Mais l'État français est dans la continuité. Et François Hollande s'inscrit dans la continuité. Monsieur Fomotoum, la continuité? Je ne sais pas, mais je pense que si on n'a pas, pendant les campagnes électorales, on n'a pas trop parlé de l'Afrique, je peux voir ça autrement comme la France en train de réaliser qu'il n'a plus de fort pouvoir en Afrique, parce qu'il n'y a pas que la France maintenant. Aujourd'hui, il y a la Chine aussi qui est en train de venir et très fort, et que les Africains pensent déjà qu'on ne doit plus tellement dépendre de la France, parce que si vous voyez par exemple au Cameroun, je vois que la plupart des grands projets sont réalisés par les Chinois et non plus des Français comme auparavant. Donc c'est une sorte de manière de voir que la France est en train de se réaliser qu'ils n'ont plus la main forte en Afrique comme avant. Autant les réseaux existent et le lobbying dans le précaré a toujours la force. Pour vous, non, moi je pense la lecture de ces 100 jours. Oui, les 100 jours de M. Hollande au pouvoir en France n'a rien changé dans les rapports avec l'Afrique. C'est une évidence. M. Hollande n'a pas été élu pour changer ces rapports-là. Son prédécesseur a prétendu venir, je veux dire, implémenter une nouvelle donne dans les relations. Tout le monde a vu ce qui s'est passé après. Il avait parlé de rupture. Vous parlez de Nicolas Sarkozy, il avait parlé de rupture à l'époque. Absolument, il a parlé de rupture. Tout le monde a vu qu'il y a eu la rupture. Il y a peut-être une rupture dans sa tête, mais dans la réalité, c'était la continuité qu'on a vécue, la continuité de la France-Afrique. Donc, je voulais quand même aussi aller dans le même sens que Mbanda et dire que lorsqu'on regarde le président africain que M. Hollande a reçu à l'Élysée, ça ne peut pas être le fait du hasard. Ça ne peut pas être le fait du hasard. C'est-à-dire la France a pour souci aujourd'hui, pour ses intérêts économiques et même pour son influence dans le monde, de maintenir son pré carré en Afrique.
Et tous les pays qui ont été reçus, à commencer par le putschiste Ouattara, a commencé par lui, eh bien, tous ces pays sont symboliques dans ce précaré français-là. Ali Bongo, tout le monde sait qu'aujourd'hui on mène une cabane contre le président guinéen, mais on n'a pas vu un seul mot, on n'a pas entendu un seul mot des politiques français lorsqu'il a fallu procéder à cette succession dynastique au Gabon. Personne n'a dit un mot. Donc je pense que la France a pour souci de préserver son précaré et elle fera tout pour cela. Alors vous avez parlé de la Côte d'Ivoire et du président Alassane Dramane Ouattara. On va aller de l'autre côté pour prendre cet élément qui concerne la Côte d'Ivoire vit une insécurité, l'on parle même à l'international, d'une fragilité assez étonnante du pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. L'on précise que déjà hier, un camp du siège du parti de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a été attaqué, tandis que le 12 au 13 août dernier, c'était une seconde attaque en Côte d'Ivoire dans un camp de police. On va de l'autre côté de la régie prendre ce reportage. De nouveaux accrochages en Côte d'Ivoire. La ville de Dabou, près d'Abidjan, a été secouée par des violences dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la ligne de mire des assaillants, les militaires situés à l'entrée de la ville, mais aussi la gendarmerie et la prison. L'attaque a pu être repoussée par les militaires qui ont repris le contrôle de la situation. Aucun mort n'est à déplorer selon les dires de l'armée. Selon des témoignages d'habitants, des tirs nourris ont été entendus toute la soirée, comme si des combats avaient eu lieu entre les deux camps. Le bruit des balles avait cessé en début de matinée, à l'exception de quelques tirs irréguliers. Cet incident n'est pas le premier du genre. Ces derniers temps, plusieurs attaques ont été enregistrées dans la capitale économique ivoirienne et ses environs. Un regain de tension certain plus d'un an après la fin de la crise post-électorale qui a fait quelques 3000 morts en 2010 et 2011. Les 5 et 6 août, ce sont 10 militaires qui ont trouvé la mort à Abidjan dans une attaque contre un camp de l'armée. Pour le gouvernement, pas de doute, ces agressions sont le fait de miliciens et militaires, partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien chef d'État, a rejeté ces allégations et réclamé des enquêtes. Le 13 août, l'armée régulière a encore été victime d'une attaque, cette fois-ci dans l'ouest du pays. Cette région, située à la frontière avec le Libéria, est en proie à des violences régulières depuis plusieurs mois. Le gouvernement libérien a annoncé la capture de 6 Ivoiriens, soupçonnés d'être impliqués dans ces attaques. Bandakani et la Côte d'Ivoire, décidément, dans l'insécurité, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara devient fragile, c'est ça? Ben, il voulait le pouvoir, il l'a. Mais il faut qu'il le gère. Il a pris le pouvoir dans les conditions que tout le monde... Qu'est-ce qui justifie ces attaques? Ben, ce n'est pas... Ça suffit pas les naïfs, ce qui veut faire les naïfs. Les conditions dans lesquelles M. Ouattara a pris le pouvoir, dans ces conditions, étaient inscrits. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce n'est pas fini. Parce que, on ne va pas revenir sur la crise qui s'est passée, parce que même les pro-Ouattara aujourd'hui se cachent pour défendre le monstre qu'ils ont fabriqué en Côte d'Ivoire là. Ils ont de la peine même à défendre ça. Mais, vous ne pouvez pas venir dans un pays, vous ramassez des bandits qui circulent dans la sous-région, appuyés par Sarkozy, Obama, vous bombardez le palais présidentiel, vous démantelez les institutions historiques d'un pays, parce que la Côte d'Ivoire avait des institutions militaires, la gendarmerie, qui se confondaient avec le tissu social de ce pays. Et vous croyez que ça va se passer comme ça? Et cette armée fabriquée de toutes pièces, qu'on a appelée force républicaine, machin, cet assemblage de brigands qu'on a ramassé de gauche à droite pour partir une armée, mais ces gens ont la mentalité de bandits. Et comment est-ce qu'on va régulariser la situation? Alors peut-être on parle aussi de frustration là-bas. Mais c'est ça, parce que lorsque le président Ouattara, pour justifier ça, dit que c'est des pro-Gbagbo, mais ça fait sourire. Il a arrêté tous les pro-Gbagbo, les ministres sont en prison, ils sont torturés dans les prisons. Quand ils ne sont pas en exil. Et quand ils ne sont pas en exil. Alors c'est quel pro-Gbagbo? C'est quel pro-Gbagbo? Il parle de quoi? C'est des contradictions au sein de cette armée de bandits, rapiécés de toutes pièces. Ces contradictions sont ingérables.
Alors, ils ont craché en l'air pour prendre le pouvoir, mais ça leur retombe sur le visage. Ça leur tombe sur le visage. Alors, ils ne comptaient pas sur nous pour nous l'envoyer là-dessus. Oui. Merci. Paul-Jérémy Bikidi. Non, c'est pour dire que c'est un retour de bâton. Ça, c'est clair. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien, on dit qui vit par l'épée, périt par l'épée. Qui tue par l'épée. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Et regarde un peu ce qui s'est passé pendant ces jours-ci. Moi, je plains le peuple ivoirien parce que la France n'a pas eu d'égard pour ce peuple-là, pour leur imposer quelqu'un comme Ouattara. C'est la résistance qui est en train de s'organiser et qui agit en ce moment en Côte d'Ivoire. Et ce n'est que le début. Mais il y a un problème aussi de compensation, parce que certains, selon les sources bien introduites, en fait, sur le terrain, 36 000 personnes devaient être recrutées, 2 000 seulement ont été intégrés, donc il y a des déperditions et des gens qui sont mécontents. C'est des aspects visibles qu'on peut expliquer. On peut toujours trouver des raisons pour justifier. Je vous dis que la résistance est en train de s'organiser. Ah, la résistance partant contre le régime imposteur de M. Ouattara. C'est la résistance qui s'organise en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une chose qui a attiré mon attention durant ces 2 semaines. Oui. C'est la réaction de ceux qu'on présente comme les pro-Gbagbo. C'est des gens qui ont dit clairement qu'ils n'avaient rien à voir avec ça. Claire. Et je pense que Gbagbo est un homme de dignité. S'il avait quelque chose à voir avec vous, alors il aurait pu se taire, ou alors il aurait plus carrément, ouvertement dit qu'effectivement, je suis derrière cela. C'est possible. Donc la résistance du peuple ivoirien est en train de se faire aujourd'hui. Ouattara n'est qu'au début de cette tribulation. Ça, ce n'est que le début des tribulations du régime factice de M. Ouattara. Donc il faut qu'il se tienne bien. Parce que les Ivoiriens ont compris très vite, heureusement. Parce que ça fait pas, je crois, un an qu'il est aux affaires, entre guillemets. Donc, il va avoir pire que ça. Il y aura pire que ça. M. Fomontou, plus que ça. Ou alors que M. Ouattara va se ressaisir, parce qu'il y a eu des sanctions la semaine dernière des hauts dignitaires de l'armée, mais qui naturellement n'ont rien donné, puisqu'il y a eu une seconde attaque. Et le camp, le siège du parti de Laurent Gbagbo a été aussi attaqué. Oui, il faut dire ça clairement, que lorsque vous donnez les armes aux gens, vous ramassez les gens comme M. Banda Kani vient de dire, et vous les donnez d'aller tuer les gens, et après avoir tué leurs propres frères, qu'est-ce qu'ils font avec les armes? Ils vont s'entretuer, et c'est ce qui est en train de passer. Donc ce n'est juste qu'au début, on va voir encore beaucoup de ça. Il faut que lui, monsieur le président Alassane Ouattara, soit très vigilant. Il faut qu'il trouve une stratégie pour être capable de résoudre le problème qu'il lui-même a créé. Parce que les rebelles ont des armes, et si il n'y a pas les gens de Gbagbo pour tuer aujourd'hui, ils vont faire quoi avec les armes? On attend que la communauté internationale reconnaisse ces soi-disant rebelles, ce qu'on qualifie aujourd'hui de rebelles en Côte d'Ivoire. Oui. Il faut que la communauté internationale, commençant par Paris, les reconnaisse, comme ils ont fait avec M. Ouattara et sa bande de rebelles au temps du président Gbagbo. On les a réunis en Marcoussi, on les a imposés dans le gouvernement. Il faut que ceux-là, maintenant, on les reconnaisse aussi parce qu'ils sont armés et qu'on les impose à M. Ouattara. Voilà ce à quoi l'imposture peut conduire. Merci d'être venu ce dimanche sur Afrique Horizon pour le commentaire, le débat de l'actualité. Cher monsieur, je crois que ce ne sera pas la dernière fois pour M. Fomontou. Vous reviendrez le plus souvent, Paul-Jérémy Bikidi et Banda Kani. Madame, monsieur, merci de nous avoir reçus chez vous pendant ces minutes de débat. Notre objectif, c'est de vous donner les informations avec leur décryptage, analyse et commentaires. C'est 24 heures sur 24 sur Afrique Média. Mon dimanche, retrouvons-nous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Et pour la communauté musulmane du monde, une fois de plus, Barka da Salam.